Vous pensez que le lien entre des personnes peut se matérialiser à travers le rêve? Et est-ce que ça peut être une espèce de dialogue inconscient? J'introduis des éléments de réalité dans le rêve. Et souvent, quand on fait ça, on s'aperçoit que par exemple, l'objet qu'on tenait avant de dormir, on l'a encore dans le rêve. C'est aussi un pont parfois pour faire du rêve lucide. J'ai déjà fait l'expérience de vivre une autre époque à un moment donné, et c'est fou à quel point le cerveau est capable de tout remettre en place. Les vitraux, les machins, les odeurs, enfin tout ce qu'on a appris dans les bouquins sur une vie médiévale, tout est présent et on se retrouve dans un autre monde. Très rapidement, tu vas avoir des choses qui vont se proposer. Des personnages qui arrivent, des situations, des transformations du décor, des choses comme celle-là. Pour moi, il y a un côté presque dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que tu sais que tu es dans un jeu vidéo, et j'ai l'impression qu'il y a une interaction conscient-inconscient qui est d'autant plus riche quand tu laisses aussi quelque chose venir. Et donc il s'est mis à accepter la mort et à laisser son dernier souffle venir. Et là, il s'est produit un truc magique pour lui. Il raconte qu'il a touché quelque chose de divin. Il y a une expérience quasiment mystique qui est venue à ce moment-là. Pour lui, c'était très réel. Embrasser quelque part son destin. Bienvenue au coin du feu. Le feu? Quel feu? Ce feu. On va parler de rêve aujourd'hui, non? Il paraît, j'en ai rêvé d'ailleurs. Ouais. Est-ce que c'était un rêve prémonitoire? Est-ce que c'était un rêve lucide ou... C'était un rêve prémonitoire, je crois. Ouais. C'est possible, ouais. Vraiment? Non, c'est une blague. Mais C'est génial. Mais c'est vrai que c'est un bon sujet et on est tous amenés à... En fait, ce qui est assez étonnant avec les rêves, c'est que c'est quand même un état modifié de conscience qui est commun puisqu'on rêve tous dans nos vies. Quelque part, c'est un peu comme si toutes les nuits, on rentrait dans une sorte de transe pour accéder à un monde qui nous appartient et un monde onirique depuis lequel on peut accéder aussi à des pans de l'esprit, des parties inconscientes peut-être, et qui certaines fois peut avoir des vertus transformatives. On peut se lever un matin avec une émotion, une inspiration, quelque chose qui nous a touchés. Donc c'est vrai que ça peut être un sujet qui est un petit peu entre la normalité et l'exploration extrasensorielle, l'imaginaire. C'est vrai qu'on y passe quand même beaucoup de temps à dormir dans notre vie. Et finalement, ce temps-là, à part se demander si on a un sommeil de qualité ou pas, on n'en fait pas toujours grand-chose dans notre société. Alors qu'en fait, c'est un temps où il se passe beaucoup de choses. On oublie une chose, c'est que pour notre cerveau, l'expérience rêvée, ou même l'expérience imaginaire, l'expérience réelle, donne tout autant d'informations et sont traitées à peu près de la même façon. Oui. Donc ce qu'on vit en rêve, c'est pas pour rien ce que tu dis, qu'on a parfois l'impression que ça a une incidence sur notre vie. Parce qu'en fait, au niveau de notre organisme, c'est tout à fait concret ce qui s'est passé dans notre rêve. Pour la plupart des gens, on peut se dire que c'est ordinaire, que c'est normal, puisque ça arrive chaque nuit. Et c'est peut-être là qu'on a tendance à vraiment normaliser le rêve ou le sommeil de manière générale, alors que c'est vraiment des expériences extraordinaires qui ressemblent à ce qu'on vit le quotidien, mais avec un tas de choses. Il y a plein de fonctions au rêve, on pourrait en parler. Si on pense au sommeil, on sait un peu comment il fonctionne, le sommeil. Il y a des phases, des cycles, on peut les observer. Ils ont différentes fonctions. Le rêve n'intervient pas tout le temps. Je pense qu'on le sait déjà, mais pour expliquer, ça arrive dans des phases spécifiques. Il y a 4 phases dans le sommeil, et le rêve n'intervient qu'à un moment donné, et dans des phases qui sont différentes. Les derniers cycles d'une nuit, donc lorsqu'on est plus proche de l'éveil, c'est des phases un peu plus longues avec plus de rêves. Et il y a une chose qui nous intéresse un peu plus, nous, j'avance un peu, c'est la part de lucidité qu'on peut avoir par moment dans un rêve. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle de rêve, mais ce qu'on aimerait surtout aborder là, c'est le rêve lucide. Parce que la plupart des gens peuvent dire « j'ai fait un beau rêve, j'ai pas fait un beau rêve, j'ai fait un cauchemar ». On sait qu'on a vécu après coup, souvent sur le coup, ça paraît très réel de jouer avec des pandas géants au basket sur un bateau de pirates. On peut se dire c'est tout à fait logique. C'était vraiment ton rêve? Oui, tout à fait. Mais ce matin, en me réveillant, je me suis dit c'était un peu étrange finalement. Donc ce n'était qu'un rêve. Et parfois, il y a cette lucidité qui n'intervient pas au réveil, mais qui intervient déjà dans le rêve en se disant tiens, c'est étrange ce que je vis. C'est vrai qu'on pourrait peut-être essayer de définir ça, parce que parler de rêve lucide, ça paraît être complètement antinomique. Le rêve, c'est souvent un espace de perte de lucidité. Enfin, le sommeil même, c'est un espace de perte de lucidité. On sait bien quand on s'endort, on abandonne le monde quelque part et on laisse quelque chose se faire vraiment. Et l'idée qu'un rêve puisse être lucide, je pense que pour la plupart des gens, sauf ceux qui sont déjà intéressés à cette question, c'est une idée qui peut être assez nouvelle, assez bizarre. Est-ce qu'on pourrait essayer peut-être de définir un petit peu à quoi ça ressemble, un rêve lucide? Je sais pas si toi, t'en as une définition ou si... On peut le dire simplement, est-ce que c'est pas juste un rêve dans lequel on se réveille, on se rend conscience qu'on est en train de rêver,
Et quelque part, on se rend compte qu'on a peut-être un pouvoir spécifique à partir du moment où on est lucide, c'est-à-dire qu'on est conscient de là où on est, à savoir dans un rêve, un espace onirique, peut-être malléable, sur lequel on peut interagir. Il y a un des premiers critères qui est la lucidité. Donc, c'est de se dire, je sais que je suis en train de rêver. Ça, c'est le premier critère. Et ce qui en découle très facilement après, c'est le moment où on va pouvoir intervenir dans le rêve et le modifier. Parce que dans le rêve, une intention va très vite prendre forme. De façon immédiate, on va penser, ah tiens, je peux voler. L'instant d'après, c'est parti, je peux m'envoler. Donc, ce qui est souvent lié dans la définition du rêve lucide, c'est d'abord la lucidité. Mais il y a plusieurs degrés. Je suis conscient que je suis en train de rêver. Mais le stade juste au-dessus de là, c'est plus que je suis conscient, c'est je peux manipuler mon rêve et interagir avec. Et je pense que là, on a une définition avec ces deux critères-là qui sont importants. L'idée, en tout cas, ici, ça va être de parler du rêve lucide, et puis peut-être aussi d'essayer de partager toutes les techniques qu'on a pu tester, lire, celles qui existent, voir un petit peu comment on les a vécues, ces techniques-là. En tout cas, moi, mon envie profonde, je sais pas vous, ça serait que les gens essayent de faire des rêves lucides après ce podcast. Oui. Et pour ceux qui ont déjà peut-être essayé, pas toujours avec succès, parce que c'est pas si simple que ça leur donne peut-être d'autres pistes pour explorer la capacité à trouver la lucidité dans le rêve. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à des personnes qui se disent peut-être, moi je rêve pas, je me souviens pas de mes rêves, et j'imagine que là, comme on parle des rêves, et en plus d'une capacité spécifique qui est d'être lucide dans le rêve, est-ce qu'on pourrait dire aussi à une personne quel est le chemin en fait finalement, parce qu'avant de rêver comme un rêveur lucide, il faut quand même être capable de savoir qu'on rêve et au moins de mémoriser un peu ses rêves. Est-ce que vous vous rappelez de vos rêves vous le matin? Alors, pas toujours. Moi oui. Enfin, je fais un grand travail, je suis passionné de ce sujet-là et du coup il y a un grand secret qui est celui de la prise de notes, le fait de se remémorer activement de façon consciente de ce qui s'est produit pendant la nuit, ou même avec des notes vocales. Enfin, il y a plein de méthodes qui vont permettre, et c'est peut-être le premier niveau pour arriver vers les rêves lucides, qui peut paraître être le Graal de beaucoup de personnes, mais c'est d'abord de commencer à apprécier le sommeil, à apprécier le monde des rêves et à commencer à se remémorer de ses rêves. Ça fait partie des briques de base fondamentales pour arriver vers le rêve lucide. C'est un peu une première étape. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'ils rêvent pas, et ça m'a toujours surpris parce qu'en fait, tout le monde rêve, c'est physiologique. Tu le disais tout à l'heure, il y a des phases, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui sont vraiment les phases où il y a les rêves tels qu'on les vit. Et souvent, il y a une difficulté à se rappeler qu'on a rêvé. Alors, je pense qu'il y a des facteurs limitants, parce que c'est vrai que si on se dit, première étape, c'est déjà de prendre conscience qu'on rêve et d'accorder de l'importance au rêve. Et c'est vrai que quelqu'un qui rêve pas risque de se dire, déjà la première étape, ça va être compliqué parce que je n'ai pas conscience que je rêve. Je peux le savoir physiologiquement, donc tout le monde rêve, c'est normal, c'est même une fonction qui semble vitale. Il y a une expérience qui consistait à couper le sommeil paradoxal pour les gens et donc couper le rêve. Et apparemment, ça crée une désorganisation psychique très rapidement. Quand même, c'est quelque chose qui semble... On ne sait pas très bien quelle est la fonction du rêve. Aujourd'hui, c'est encore des choses qui sont débattues. En tout cas, il y a plusieurs hypothèses. C'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas à quel point il y a une fonction importante. Mais en tout cas, on sait que quand on supprime le rêve et le sommeil paradoxal, il y a quelque chose d'assez rapidement destructeur pour les gens. C'est-à-dire quelque chose qui devient... c'est pas juste de la fatigue, en fait. Parce qu'à la limite, le sommeil paradoxal n'est peut-être pas la phase de sommeil où on récupère le plus. Ça semble avoir d'autres fonctions. Il y a le sommeil profond, dans lequel on récupère beaucoup, qui est un sommeil vraiment de qualité, au sens on va se réveiller bien réveillé. Mais le sommeil paradoxal, c'est un sommeil où le corps est assez actif. C'est pour ça qu'on l'appelle paradoxal. En fait, c'est quasiment l'activité de la veille. Donc il y a très peu de différence avec l'activité de la veille. C'est le paradoxe. Et en même temps, quand il n'y a pas ça, il y a des sauts d'humeur, il y a une grande difficulté de régulation, d'autorégulation, et quelque chose qui se morcelle un peu dans l'identité assez rapidement. Donc ça a une fonction assez importante, le rêve. Je vais plus sur la question de la conscience, mais j'ai l'impression que la conscience, c'est quelque chose qui est vraiment mesuré ou étudié consciemment, dans l'état de veille, mais beaucoup moins dans l'état du sommeil. J'ai l'impression qu'on manque encore de compréhension de comment fonctionne la conscience à travers le rêve, à travers ce jeu onirique qu'on peut avoir par moment. Et ça serait un peu comme observer un objet en 2 dimensions seulement, et peut-être que pour bien observer tous les pans de la conscience, le rêve devrait faire partie un peu plus de l'étude de qui nous sommes, de comment on fonctionne. Il y a des cultures où le rêve est important. Hein. Parce que c'est vrai que première étape, ça serait de rendre le rêve important, histoire de s'y connecter. Et je pense que tu disais tout à l'heure, prendre des notes. C'est le premier exercice qu'on demande souvent aux gens qui veulent travailler sur le rêve, c'est d'avoir un petit carnet à côté de leur lit. Et s'ils se réveillent au milieu de la nuit ou le matin, c'est de tout de suite noter ce qui vient. Et il semblerait que le simple fait d'avoir l'intention de le faire fait on se rappelle mieux des rêves, comme si quelque chose en nous, inconsciemment sans doute, se prépare à ce qu'on fasse quelque chose du rêve si on a l'intention de le noter.
Alors c'est quoi un bon carnet de rêve? Parce qu'on peut imaginer qu'il y ait certaines personnes qui soient à l'aise avec l'écriture, d'autres qui soient peut-être plus à l'aise avec l'idée de parler, d'enregistrer, de faire un audio par exemple, ou même de dessiner. Comment est-ce qu'on structure un bon carnet de rêve d'après vous? A5 spiralé. Un petit peu comme à l'école. Et j'ai envie de dire, Je veux dire, est-ce que ça peut être... j'imagine qu'il y a plein de manières d'appréhender le carnet de rêve. Est-ce que, par exemple, premier carnet de rêve, au carnet de rêve le livre rouge de Jung, où il y avait beaucoup de peintures, de dessins, des commentaires, etc. Ça peut être quelque chose de même artistique. Avant d'aller plus loin dans l'épisode, on se permet une petite parenthèse. On aimerait vous parler de notre projet, à Kevin et à moi, Dream Machine. La Dream Machine, c'est un appareil qui permet de voyager dans les états de conscience. C'est une invention à la base qui vient d'artistes américains qui cherchaient à faire vivre des états de conscience modifiés. Et nous, on a travaillé dessus, on a essayé de la perfectionner, de l'actualiser. Et ça donne un appareil qui est une lampe stroboscopique qu'on va regarder les yeux fermés et qui nous fait voyager vraiment dans plein d'états assez fous, assez magnifiques à vivre. Et non seulement ça fait du bien, mais surtout, c'est vraiment une expérience assez transcendante. Comment fonctionne la machine? C'est hyper simple. C'est des fréquences stroboscopiques lumineuses qui amènent le cerveau à fonctionner différemment. Les fréquences qui sont émises vont amener l'activité électrique du cerveau à changer, à se modifier temporairement pour permettre à l'utilisateur d'atteindre l'état de conscience désiré. Du coup, c'est vraiment une expérience à vivre et on vous invite au moins à la tester, à la découvrir, parce que c'est quelque chose qui est saisissant, c'est quelque chose qui est difficile à définir avec des mots. Nous, ça nous tient vraiment à cœur et comme dans ce podcast, on parle beaucoup des états de conscience, on avait envie de vous en dire quelques mots. L'idée qu'on a eue, c'est de permettre à la plupart des gens qui souhaitent explorer des fonctionnements profonds, de le faire très simplement. On s'installe confortablement chez soi. La Dream Machine est toute simple, il n'y a qu'un seul bouton à appuyer dessus. Vous avez une application avec plusieurs sessions, vous allez pouvoir choisir l'expérience que vous voulez faire. Et en quelques minutes, vous allez vous retrouver dans une sorte de kaléidoscope mental. Des couleurs vont venir à vous, ça va bouger, ça va être vraiment très immersif. Et vous allez ressentir les premiers bénéfices. Il peut y avoir du calme, du bien-être, de la stimulation. Et en fonction des besoins de la journée, vous allez pouvoir vous diriger là où vous le souhaitez. Cette expérience, elle va nous propulser à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un peu comme une immense vague qu'on va apprendre à surfer. Et toute expérience d'état de conscience est transformatrice. Et les possibilités transformatrices des expériences de Dream Machine sont assez incroyables à vivre. Ce que ça permet, au-delà de l'immersion qui est très engageante, on va trouver des bénéfices très clairs qui vont arriver très vite. Les premiers effets qu'on peut ressentir et qu'on peut choisir, ça va être par exemple du calme, une rééducation au sommeil, trouver une relaxation. La plupart des personnes vont retrouver leurs pensées qui vont ralentir, voire se couper, ce qui va amener une profonde détente et du bien-être. Pour d'autres personnes, elles pourraient se retrouver plus stimulées si elles choisissent des programmes le matin, comme des programmes qui sont liés aux ondes gamma, qui vont amener le cerveau à fonctionner à un autre rythme pour trouver un autre flow dans la journée et se sentir très à l'aise. Dans tous les cas, avec vos différents objectifs de la journée, vous allez pouvoir les atteindre et trouver les états de conscience qui correspondent à ce dont vous avez besoin au moment spécifique de la journée. En fait, dans plein de pratiques de thérapie, d'expérience personnelle, on passe par des états de conscience modifiés. Mais souvent, on ne sait pas modifier son état de conscience. Si on va en Amazonie, on va prendre des substances psychédéliques. Et là, en fait, on a une alternative à ça qui est plutôt simple à vivre, qui est plutôt accessible et qui nous permet de vivre des vrais voyages intérieurs qui vont permettre des ouvertures d'esprit, des prises de conscience, des nouvelles associations d'idées ou même de se brancher à des courants très créatifs qu'on a à l'intérieur de nous. Bref, ça ouvre tout un potentiel. En fait, ça nous ouvre la porte de notre propre inconscient. Donc, si vous êtes intéressé, il y a un lien en bio, c'est dream-machine.tech. Vous avez un code de réduction si vous voulez l'utiliser. On va pouvoir revenir au podcast. Merci pour cette petite parenthèse. On se retrouve au coin du feu. Juste pour partager une anecdote, mon premier carnet de rêve, et j'avais pris l'idée dans un livre, j'ai plus le titre du livre, j'étais vraiment ado, je devais avoir 12-13 ans, et mon premier petit carnet de rêve, il y avait un côté c'était marqué rêve, de l'autre côté c'était marqué réalité. Et en fait, c'était un journal en fait. Le soir, j'écrivais ce qui s'était passé dans ma journée, et le matin, j'écrivais ce qui s'était passé dans ma nuit. Et je me rappelle que ce qui était décrit dans ce bouquin que j'avais lu, c'était qu'au début, ce serait sans doute plus facile d'écrire ce qui est dans la journée, et qu'au début, les gens avaient parfois une page blanche sur ce qui s'était passé pendant la nuit, mais qu'avec le temps, ça devait s'équilibrer. On devait avoir autant de choses à raconter sur l'un et sur l'autre après un peu de pratique. Et je me rappelle qu'après, alors je sais pas, peut-être quelques semaines, un truc comme ça, j'en étais arrivé à là, c'est-à-dire à me dire, waouh, j'ai plein de choses à raconter sur ma nuit. Alors que les premières pages étaient du côté rêve. Il y avait juste, je me rappelle d'un bateau, puis voilà, il n'y avait pas grand-chose. Alors que sur la journée, j'avais plein de choses à dire. Comme quoi, juste cette intention et ce rituel d'écrire le matin en se réveillant,
était vraiment très nourrissant pour la connexion au rêve. Du coup, voilà, mon premier carnet de rêve ressemblait à ça, rêve et réalité. Et qu'est-ce que tu dirais pour quelqu'un qui se dirait, ben voilà, si je me lève en pleine nuit pour écrire, ça va casser mon sommeil, etc. Il peut y avoir plein d'objections à tout ça. Qu'est-ce que tu dirais? Je sais pas s'il y a une méthode parfaite, je sais pas celle que tu utilises, Brice. Enregistrer, si t'es seul, c'est peut-être bien. Si t'es en couple, c'est peut-être un peu plus compliqué à 4h du matin. Rapport de rêve. Donc, je crois que c'est une question de cadre de vie, de comment on dort. Ouais, je sais pas. Tu dirais quoi, toi? Pour ma part, je partage ce que je connais. C'est que ça peut venir vraiment le matin lorsque c'est vraiment le plus simple, comme un rituel du lever. Parce que la plupart des rêves vont arriver plus dans la dernière phase de la nuit. La partie du rêve paradoxal devient plus intense à ce moment-là. Et de noter, peu importe le moyen de le faire. Et plus on va noter, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit, juste le fait de pouvoir y repenser, c'est là que le rêve ne devient plus très nébuleux, parce que sinon c'est fugace. Le rêve, on s'en rappelle toujours. Pendant quelques instants, c'est très émotionnel, c'est une sorte de gros globi-boulga. Mais le fait d'y repenser, de remettre des mots, de se remémorer, de faire juste ce petit effort cognitif, permet de le rendre vivant. Et d'un seul coup, on l'a capté, et on l'a vraiment attrapé, et on n'a pas besoin de relire les notes. Les notes, c'est même pas la peine de forcément regarder les schémas, les dessins, etc. Une fois que ça a été jeté sur papier, c'est OK. Plus on va donner de l'importance au rêve, et ça complète ce que tu disais avec, au début, il y a juste un mot, et après, ça devient une encyclopédie. C'est comme quand on va commencer à écouter quelqu'un, comme si on écoutait nos fonctionnements intérieurs, notre inconscient. Où cette personne a envie de plus parler, et donc plus on va porter de l'importance aux rêves, plus les rêves vont quelque part prendre de l'importance, devenir riches. On va bien s'en remémorer. Donc, je pense que c'est important de laisser la parole à cette partie intérieure. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des cultures amérindiennes qui étaient très structurées autour du rêve. Et il y a particulièrement un rituel qui consiste à se réveiller en famille. Ils se réveillent, je crois que c'est autour de 4-5 heures du matin, où ils se réveillent pour partager une plante. J'avais parlé notamment dans un autre épisode de l'armoise, l'Artemisia annua, qui est une plante qui favorise les rêves lucides. Mais il y en a d'autres. Et en fait, ils boivent une décoction ensemble, ils se racontent leurs rêves, et dans leurs croyances, ils considèrent que le fait de partager son rêve à quelqu'un, c'est la meilleure manière de le comprendre et de pouvoir, à travers le dialogue, mettre l'accent sur des choses qui sont peut-être inconscientes, pas forcément bien interprétées. Donc le fait aussi peut-être d'en parler à quelqu'un, ça peut être un bon rituel. C'est marrant parce que tu vois, je me rappelle que j'avais commencé avec ma compagne à faire ça, on se racontait les rêves le matin, et c'était hyper chouette. Parce que je crois que le fait de verbaliser pour le dire à quelqu'un le rend beaucoup plus saisissable. Parce qu'on a tous vécu ce truc d'avoir un rêve qui est très clair au réveil. Et tu vois, là, je suis en train de me dire, tiens, c'était quoi mon rêve de cette nuit? Je sais qu'il était très, très détaillé, très long et détaillé. J'ai un très, très chouette rêve juste avant le réveil. Et là, ça me revient par bruit, mais je sais que c'est un effort, tu vois. J'ai l'impression de dérouler quelque chose qui s'est un peu replié. Je sais que quand je le raconte, par contre, des jours après, il est encore très saisissable, le rêve. Donc je pense que écriture ou verbaliser, dans les deux cas, c'est comme rendre concret quelque chose. C'est comme si ça existait vraiment. Et peut-être que le fait que l'autre l'entende t'oblige à organiser les mots, non pas seulement pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Et donc la pensée doit s'organiser mieux, je pense, autour du rêve quand on fait ça. Donc à mon avis, c'est plutôt un beau rituel. J'ai aussi identifié que quand on fait ça, ce qui se passe, c'est que parfois, nous, on oublie ce qu'on a dit, mais la personne, elle se souvient. Et elle peut, à travers une autre conversation, à un moment donné, te rappeler de ce que tu as rêvé. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Ah oui, c'est vrai que j'ai rêvé de ça, etc. Donc la conversation peut être, je pense, un bon carnet de rêves. Du coup, il y a carnet de rêves, partager les rêves. Et je pense, pour moi, un des facteurs primordial, et là on est en train de le faire et de l'amorcer pour nos auditeurs, ça c'est génial. D'en parler. D'en parler. De cultiver cet attrait avec une émotion positive pour le sommeil. Et une fois qu'on commence à voir le sommeil comme quelque chose de génial, de fantastique, de pouvoir faire des rêves lucides, et si ça vous intrigue, eh ben, il y a de grandes chances de faire des rêves lucides. Je sais que pour moi, c'est très clair. Le moment où je m'y réintéresse, ou je réouvre un livre sur le sujet, ou que je regarde une vidéo sur le sujet du rêve lucide, il y a une plus forte probabilité de faire un rêve lucide la nuit même. C'est vrai que je partage un fantasme qui me vient comme ça. Tu parlais d'une boisson qui favorise les rêves. C'est vrai qu'il y a plusieurs plantes. Je les connais pas pour le coup, les plantes qui favorisent. J'en ai déjà testé, mais j'ai pas vraiment retenu. Côté, je peux te... Alors, pendant que tu cherches, il y en a une qui marche très bien. C'est le tryptophane. Le tryptophane. Qui est un acide aminé. Les sportifs doivent connaître ça. Ceux qui prennent des acides aminés, donc les 21, je crois, des acides aminés qui sont précurseurs des protéines principales.
Et tryptophane, on en retrouve dans le chocolat et du coup, enfin, c'est-à-dire que manger du chocolat avant de dormir peut favoriser les rêves. ouais, faut Alors manger un petit attention, paquet. il faut voir Mais la présence du tryptophane du coup. Oui, dans le oui. chocolat. c'est un précurseur de la sérotonine qui après se transforme en mélatonine. Bref, il y a un petit truc qui est sympa. Et je sais que moi, ça m'arrive régulièrement. Peut-être que c'est moi qui me suis conditionné en me disant tiens, je mange un peu plus de chocolat, ça va peut-être m'aider à du coup. Bah, tu sais, je pense Aujourd'hui, donc. qu'il y a l'aspect, de toute façon, c'est vrai de beaucoup de produits, mais il y a l'aspect rituel qui parfois est presque aussi important, voire plus important que la molécule. C'est quand on sait que dans le cas des antidépresseurs, il y a 80% d'effet placebo, Ouais. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet d'antidépresseur, hein, ça veut dire qu'il est aussi très accompagné du rituel. Je pense que quelle que soit la plante ou quelque chose qu'on va prendre qui va favoriser, le faire avec l'intention que ce soit un rituel pour se rappeler de ses rêves est peut-être tout aussi important que l'efficacité molécule. Et là, en l'occurrence, je reviens sur la molécule puisque tu m'as posé la question. Kala-Zaka-Teki. Alors, attends, je te redis ça. Kala-Zaka-Tekiki. Je te connais, je sais que tu vas l'écrire Ok. pour les gens qui nous regardent. La Kala-Zaka-Tekiki, donc du coup, non spécifique, en fait, ils disent que c'est un effet onirogène, donc ça favorise les rêves, ça vient du Mexique. C'était utilisé par les Indiens Khontals pour induire les rêves. Donc, on appelle ça aussi plus simplement l'herbe des rêves. On a parlé aussi dans un autre épisode des psychédéliques qui, en microdosing, peuvent aussi vraiment favoriser la connexion au rêve. Je reviens sur le rituel, tu sais, tu parlais de cette tribu amérindienne. Alors, j'ai plus le nom d'une tribu, et c'est peut-être la même, hein, où non seulement ils racontent leurs rêves, mais il y a l'idée que les rêves ont une incidence sur le monde et que le monde a une incidence sur les rêves. Donc, par exemple, un rêve qui se passe d'une certaine façon, il va falloir le continuer la nuit suivante. Si, comment Bernard Werber en parle dans son livre, il me semble, Le 5e sommeil. Ah, c'est En possible, ouais, ça me dit Malaisie, quelque en chose. Asie. Ouais. Oui, je te laisse dérouler, mais C'était un autre exemple. Si par exemple dans un rêve je me suis fâché avec quelqu'un, je vais aller venir m'excuser dans la réalité avec lui. En gros, ça crée une porosité entre rêve et réalité qui doit être un peu bizarre si on n'a pas beaucoup de cadres, je pense, mais qui peut être très belle aussi et qui justement se dit finalement ça a de l'importance parce que c'est une partie de ma vie et je peux faire en sorte que cette partie de ma vie ne reste pas que dans mon cerveau, qu'elle ait aussi une incidence sur le monde. Donc parfois il y a des actes symboliques qui viennent continuer un rêve. Et j'aime bien cette idée-là, parce que pour moi, ce serait presque déjà une deuxième étape pour aller vers le rêve ou le rêve lucide, c'est l'intention de continuer un rêve, de retrouver un élément du rêve, de créer de la continuité d'une nuit à l'autre, comme si on retournait au même endroit, comme si on continuait un voyage. Et je crois que cette intention-là, elle met de la cohérence aussi dans les rêves. Les personnes qui font ça sont généralement des bons rêveurs lucides. Si pendant votre sommeil, vous vous levez pour aller aux toilettes, et que vous coupez un rêve en plein milieu et que vous rallongez, ça peut être un très bon exercice de se remémorer l'endroit, l'espace-temps dans lequel nous étions, les personnages avec qui on intervenait dans le rêve, pour le continuer. Et ça permet, c'est une des techniques pour pouvoir créer du rêve lucide. On pourra le voir plus tard, on pourrait discuter des différentes méthodes, il y en a un petit paquet quand même. Et une des méthodes est celle d'induire soi-même la rêverie, c'est-à-dire de laisser le corps s'endormir, mais soi-même de rester suffisamment en veille sur une idée pour pouvoir rentrer dans le sommeil avec cette idée-là et rester lucide. Et donc, très bonne idée de recommencer un rêve. Tu disais ? Ça me fait penser aussi à ce que tu disais. Alors, pour le coup, ça rebondit sur ce qu'il disait et ça fait une petite parenthèse sur ce que toi tu disais qui est très intéressant aussi. On parlait de palais mental et tu disais que dans tes palais mentaux, tu aimais bien parfois laisser un espace à la spontanéité, comme si il pouvait y avoir un double portail entre la réalité et le palais mental. Peut-être qu'aussi le fait de cultiver un environnement, ça peut être par exemple si on voit, je sais pas, quelque chose dans un rêve, le fait de se renseigner sur ce que c'est. Parfois il y a des architectures, il y a des lieux. Est-ce qu'il n'y a pas des lieux qui ressemblent à des endroits où on est allé en rêve ? Et est-ce que le fait de se renseigner sur ces espaces-là permet pas de consolider le rêve, lui donner un peu plus de densité ? Est-ce que cet aller-retour-là entre le rêve et la réalité peut contribuer aussi à renforcer le rêve lucide ? Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, il y a quelques nuits, où j'ai un rêve assez fort sur Héphaïstos. Comment ? Et je me dis, c'est marrant, Héphaïstos, c'est pas du tout une figure qui me parle spécialement, tu vois. C'est divinité. Qui est Héphaïstos ? Je ne connais pas. On mettra la petite définition, Héphaïstos. Ok, ça marche. Et du coup, au réveil, je me suis dit, mais en fait, je connais le nom et je sais même pas très bien en fait quelle est son histoire et tout ça. Donc je me renseigne, tu vois. Et je sais que dans le rêve, je cherchais à le rencontrer. Et c'était bizarre parce que je vois pas du tout ce qui a pu créer ça. Et du coup, j'ai lu tous les articles sur voilà, tous les mythes et tout ça. Et à la nuit d'après, en fait, le rêve a continué et je l'ai rencontré. Et du coup, c'était très beau d'avoir cette continuité parce que c'est comme si la période de jour avait continué la quête du rêve pour qu'il puisse s'achever
Voilà, donc la deuxième nuit, j'ai eu l'impression de rencontrer Héphaïstos. J'imaginais une partie inconsciente de toi qui parle, tu sais, qui se dit « Ah, j'espère qu'il aura compris le message, que quand il sera réveillé, il va ouvrir Internet et taper Héphaïstos. » C'était très drôle. Parce on a besoin de bosser là-dessus, les gars. Mais du coup, j'ai vu plein de métaphores dans des questions que je me posais en ce moment dans ma vie, donc c'était assez chouette. Oh, cool. Un dieu très créatif. Ok. Et Brice, tu parlais du coup de différentes techniques pour induire les rêves lucides. Est-ce que tu peux explorer un petit peu plus cette quête-là? Ouais, bien sûr. Il y a plusieurs choses. Après, ça serait super chouette qu'on parle encore du rêve lucide, de ce que c'est, ce qui permettrait de vraiment décrire les techniques. Mais dans les principales, il va y avoir... ce qui va arriver à la plupart des gens, ça serait un peu le niveau 1 du rêve lucide. C'est celui de juste réaliser qu'on est lucide. Mais pour y arriver, il va y avoir un petit ancrage qu'on peut mettre en place, qui est celui de se poser la question « Est-ce que je suis en train de rêver ?» Et ça, c'est une question qui paraît un peu nulle, comme ça, qu'on se la pose tous les jours. Mais le fait de régulièrement s'interroger sur est-ce que ce monde-là est bien réel, c'est une bonne question à se poser. Parce que normalement, on se dit, bah oui, c'est réel parce que du coup, je te connais, les lois de la physique me paraissent être normales. Et quand on arrive à valider que le monde est bien le monde qu'on connaît, le fait de se poser cette question plusieurs fois par jour, une fois qu'on se les pose la nuit, c'est le moment où on va pouvoir dépister et trouver que le monde rêvé, si on se pose la question dans un rêve, tiens, je me repose la même question que je me suis posée 50 fois aujourd'hui. Est-ce que ce monde est réel? Et à ce moment-là, on peut se dire, bah non, c'est pas réel, j'ai la main, il y a un doigt en plus. Ou, tiens, le ciel, il change de couleur tout seul, c'est pas tout à fait normal. On va trouver ce qui est incohérent et pas normal. Et pour ça, on a inventé les tests de réalité. Tests de réalité, chacun peut avoir le sien. C'est un peu comme les petits totems dans Inception, c'est se dire, ça va être le test qui va permettre de définir est-ce que je suis dans la réalité ou non. Le plus classique, et celui-ci, c'est je prends mon doigt, ma main, je n'arrive pas à traverser ma main, donc je suis dans la réalité. Si mon doigt traverse la main à un moment donné, je suis dans un rêve. Et le fait de faire ça régulièrement, de vraiment l'avoir comme un ancrage, t'es dans un rêve. Bah, parce que moi, je suis dans un rêve. Est-ce que vous êtes vrais, les gars? Et le fait de faire ce test régulièrement va permettre de l'ancrer comme une petite routine du quotidien, et en le refaisant dans le rêve, va permettre de se prouver, de garantir, de certifier que non, ce n'est pas la réalité. Et ça, en général, c'est un bon déclic, c'est un super palier pour continuer à faire quelque chose de foufou. Donc, c'est une première méthode. On peut commencer avec ça. J'avais un pote qui avait fait ça, il avait mis plein de petits mots dans son appartement, avec à chaque fois marqué « Est-ce que tu dors ?» ou « Est-ce que tu rêves ?» Je ne sais plus. Donc, sur son frigo, dans son évier, tout ça, il en a mis partout. Comme ça, dans sa journée, il croisait plein de fois cette question, finalement, et avec justement cette intention que s'il rêve à un moment donné, par exemple, s'il rêve de son appartement, il n'y a pas la question qui est peut-être dans le rêve. Et le fait de se poser plein de fois la question, grâce à ces petits mémos partout, pareil, fait que dans le rêve, tu prends l'habitude de te poser la question aussi. Je me suis posé 50 fois dans la journée, donc dans un rêve, tout d'un coup, je me pose aussi la question, mais est-ce que je dors ou est-ce que je suis réveillé? Et en fait, c'est souvent le déclencheur d'un rêve lucide, c'est le moment où on arrive à se poser la question quand c'est le rêve. Donc c'est quelque chose qui est assez particulier, par contre. Alors pour avoir fait des choses comme ça, il y a un moment où ça crée une impression de décor dans la réalité, comme si la réalité devenait un peu en carton-pâte, quoi, grosso modo. Où parfois tu dis, mais est-ce que je rêve? Il y a un doute, en fait, parce que tu as toujours un doute, tu sais jamais si c'est vrai ou pas. Je sais pas si vous êtes déjà amusé à douter de la réalité, sans autre méthode d'hypnose, de transe et tout ça, mais juste de douter de la réalité jusqu'au moment où ça crée vraiment un sentiment assez bizarre. Ça crée comme une induction, ouais, j'ai l'impression. Oui. Par la force de la conviction, en se questionnant un petit peu sur... Mais je trouve ça amusant. Enfin, je pense que vous le faites aussi. Le faire à plusieurs, s'amuser à faire bouger ses croyances. Enfin, c'est rigolo de se dire des fois, enfin, ça c'est vrai ou ça c'est pas vrai. Et de le convaincre, et temporairement, c'est assez déroutant et intéressant. Moi, l'auteur qui m'avait un peu initié au rêve lucide, c'était Carlos Castaneda. Je ne sais pas si c'est un auteur que vous avez lu. Castaneda, c'est un Américain qui a fait sa thèse sur les plantes hallucinogènes au Mexique. Et il a écrit des bouquins sur son initiation, un certain nombre de livres. Et dans son initiation chamanique, qui dure des années, il y a un moment où il y a la question du rêve lucide. Dans le monde des sorciers, en tout cas, Don Juan, qui est son chaman, va lui parler du rêve lucide, il va l'initier au rêve lucide, et il lui donne un test de réalité. En gros, il lui dit, voilà, tu dois pouvoir regarder tes mains. Et dans la réalité, c'est facile de regarder tes mains. Du coup, quand tu dors, tu dois te rappeler qu'il faut regarder tes mains. Et donc, il reste dans cette idée que si à un moment donné,
il est dans la réalité qui fait son test, je peux regarder mes mains, alors que dans le rêve, ça va peut-être pas fonctionner de la même façon, ou en tout cas, ça sera pas exactement la même chose. Donc ça peut être aussi un petit rituel tout simple de regarder ses mains en disant bah là c'est pas du rêve, là c'est pas du rêve, et puis à un moment dans le rêve, une fois que tu y es, tu dis il faut que j'arrive à regarder mes mains, se souvenir de ça. L'intention de se souvenir de ça peut être un moment où tout d'un coup la conscience revient dans le rêve. J'avais vu qu'il y avait un autre test de réalité qui était intéressant, c'était de se poser la question qu'est-ce que j'ai fait avant exactement, comment je suis arrivé ici. Ah, bien vu. Ouais. Et c'est vrai que souvent dans les rêves on se retrouve dans des espaces, ça nous paraît logique d'être là comme s'il y avait une continuité, alors qu'en fait on est carrément dans un endroit où il y a zéro continuité avant. Ah, dans Inception je crois que c'était... Et c'est vrai que c'est une question qui marche très bien, et je trouve que ça muscle la mémoire aussi dans la réalité, parce que du coup ça nous habitue à nous poser la question qu'est-ce qu'on a fait avant, qu'est-ce qu'on va faire après. Et dans le rêve, il y a une réelle confusion sur comment on est arrivé là, qu'est-ce qu'on va faire après, qu'est-ce qui peut se passer. C'est une question qui peut bien marcher en test de réalité aussi. Les questions, le fait de regarder la main. Faire jusqu'au bout, je pense, parce que le piège pour les personnes qui nous écoutent, si on veut vraiment bien réaliser ça, c'est de le faire jusqu'au bout, parce que dans la réalité, on a vite fait de se dire « Ah, mais je sais comment je suis arrivé là », et on ne va pas répondre à la question. Mais l'effort que ça demande vaut la peine, parce que si on fait l'effort, on va inscrire ça vraiment, on va vraiment jouer le jeu. Et parce que le piège, c'est que dans le rêve, lorsqu'on arrive à se demander, je sais bien que je suis dans la réalité, je vais pas me demander comment je suis venu là. Et du coup, on zappe cette question-là. Et puis, vraiment investiguer la réalité. Ouais. Et si on en vient plus au rêve lucide dans lui-même, je sais qu'on a déjà un petit peu échangé là-dessus et qu'on a tous fait des rêves lucides. Pour vous, c'est quoi? Parce que là, on en parle très sérieusement, mais en vrai, c'est complètement fou. C'est des expériences qui sont extraordinaires. Pour vous, c'est quoi un rêve lucide? Ou alors, si vous voulez expliquer par l'exemple, c'est peut-être encore mieux. Tu veux dire un exemple de rêve lucide ou notre vision de ce que ça donne? Comme vous voulez. Un exemple, c'est certainement très parlant. En fait, tu disais tout à l'heure, dès qu'on prend conscience que c'est un rêve, on comprend conscience que c'est une réalité dont on est créateur quelque part. Donc on est un peu la divinité de cette réalité. Au sens où tout ce qui est là, qui nous paraît complètement concret et réel, c'est-à-dire que si on touche l'eau, on a vraiment l'impression de sentir le mouillé de l'eau. S'il y a du soleil, on a chaud. Si on court, on est essoufflé. Et pourtant, on se rappelle qu'on est juste en train de dormir. Et parfois, on se dit, mais je sais que mon corps est dans un lit quelque part. Donc tout ça n'est pas réel. Ça ouvre un champ des possibles incroyable. Les premiers rêves lucides à peu près maîtrisés que j'ai fait, c'était création d'un personnage dans un rêve. Alors c'était vraiment mes débuts, donc c'était encore très très fluctuant. Mais j'arrivais à maintenir un lieu déjà. J'étais assez content de ça. Donc un lieu qui était pas forcément très, très stable, mais j'arrivais à me rester en tout cas à peu près dans ce lieu. Et je me suis dit, il faut que je crée un personnage. Et dans le rêve, ça va très très vite, donc le simple fait de penser à quelque chose fait que ça arrive. Et il y a un personnage qui vient, et je commence à dialoguer avec ce personnage. Et là, il y a une sorte de sensation d'euphorie qui a été tellement forte qu'elle m'a réveillé, parce que ce personnage me racontait un truc que je ne savais pas. Et c'est quand même génial, parce que c'est ça qui est fou dans le rêve lucide, c'est que il y a des parties inconscientes de nous qui peuvent se manifester d'une manière qui est assez incroyable, et tout d'un coup, ce personnage, en fait, il me raconte un truc, il me raconte une histoire, et l'histoire est chouette, et je suis en train de me dire, je sais que je rêve, je sais que je viens de créer ce personnage, et pourtant, il semble être tellement vivant, et en fait, ça m'a fait une sorte de vertige, qui fait que ça m'a comme éjecté du rêve. Alors, on pourra peut-être en parler, les premiers rêves lucides, je sais pas si ça vous le fait, moi ça me le fait encore quelques fois. Ça éjecte du rêve, et là c'était encore systématique à cette époque-là, mais avec la sensation de quelque chose qui était tellement... c'était vertigineux, en fait. Mais qui suis-je? Si lui me parle, mais que c'est moi-même, mais alors du coup... comment ça se positionne par rapport à ça? Si un personnage que tu crées te raconte, c'était pas une blague, mais ça peut être une blague que tu connais pas, et arrive à te faire rire, et donc à te surprendre, il y a quand même un exercice avec le psychisme qui est assez incroyable. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé plein de fois de me réveiller en me disant « Ah, j'ai appris un truc dans mon rêve, on m'a enseigné quelque chose. Vraiment. Et souvent, je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas de la connaissance que j'ai acquise. La seule chose qui me reste, c'est cette espèce de souvenir qu'il y avait quelque chose d'important, qu'on m'a donné une information, qu'à ce moment-là c'était très clair et qui est devenu insaisissable. Je vais faire un parallèle avec un truc, je sors un tout petit peu du domaine, mais c'est encore assez proche. Un magicien que je trouve brillantissime, qui s'appelle Yann Frisch, qui tourne, je pense, en ce moment dans un spectacle qui s'appelle Personne. Je suis pas tout à fait sûr du titre, mais à peu près quand même. Et qui joue un peu sur l'univers de Borges, c'est-à-dire vraiment le rêveur et le réveillé, le qui rêve qui, etc. Et j'ai envie de raconter juste une scène de son spectacle parce que je la trouve incroyable. En fait, c'est un spectacle un peu magie-mentalisme. C'est un hybride. Le type est vraiment tellement brillant qu'en fait, c'est une œuvre d'art, le spectacle. Et sans raconter des choses pour ceux qui ont envie de le voir, il y a un moment où il fait créer au public un personnage.
Donc c'est avec un masque. Et en fait, on sait que le personnage est faux puisque c'est un personnage qu'il crée. Et on s'imagine juste que bah voilà, il a mis un masque en fait. En fait, il fait tellement bien jouer ce personnage avec son masque qu'à un moment, le personnage devient vivant. Et puis tout d'un coup, il regarde le public en disant ben, j'ai pas envie de mourir. Parce qu'en fait, il va enlever le masque. Et s'il enlève le masque, le personnage n'existera plus. Et en fait, il y a un attachement, il y a un frisson dans la salle quand il fait ça, puisqu'en fait, ce personnage, il est devenu réel, en fait. Il a une histoire, il a une voix, il a une parole, il a quelque chose. Et il va pour enlever le masque. Et là, c'est terrible, parce qu'on voit qu'il va assassiner son personnage, en fait. Et tu vois, ça me remet dans la même perception que le rêve lucide. T'es dans le rêve, c'est vrai, t'as des personnages, c'est vrai, t'as des décors, c'est vrai. Et pourtant, tu sais que c'est faux, tu sais que c'est quelque chose qui vient d'être créé. Mais cette existence, elle paraît... parfois, tu vois des animaux, tu vois des personnes, et en fait, à quel point t'as pas créé quelque chose qui a sa propre autonomie à certains moments. Et je trouve que le rêve lucide nous confronte à cette question de qu'est-ce qui est réel ou qu'est-ce qui l'est pas, à quel moment quelque chose devient réel ou non, et avec une frontière qui est hyper poreuse et qui est magique, puisqu'on peut discuter avec quelqu'un, créer des personnages dans un rêve, se créer un conseil de personnages dans un rêve. On peut parler des techniques de ce qu'on peut faire après avec, mais c'est assez fou. J'ai un personnage, par exemple, dans mes rêves, qui est là depuis des années. Je vais souvent le voir. Et j'ai vraiment l'impression qu'il évolue à chaque fois en plus. Donc c'est devenu, pour moi, un personnage... tu vois, j'ai toujours trouvé ça bizarre quand les gens parfois s'attachent à des trucs virtuels. C'est les personnages virtuels, les gens quelquefois s'y attachent vraiment. Mais là, à l'intérieur de soi, c'est tellement organique et vivant qu'en fait, il y a un attachement qui parfois est assez troublant. C'est chouette, c'est très vrai. Ça fait penser à cette idée-là que dans les sortes de définitions qu'on pourrait donner au rêve, et en parlant de sa relation au monde ou sa relation au rêve, bah finalement, c'est qu'une histoire sensorielle. Ce qui nous relie à la réalité, c'est nos 5 sens, globalement. Et si là, nous pouvons expérimenter quelque chose, c'est parce que je peux te voir, je peux t'entendre, je peux te toucher, enfin, il y a tout ça. Et en fait, c'est la même chose, c'est comme si les sens étaient rebranchés ailleurs, pas dans la réalité, mais dans le rêve. Donc, c'est les mêmes canaux sensoriels, et comme tu le disais, dans un rêve lucide, on peut prendre avec la plus belle de lucidité, donc il y a différents degrés, mais je peux voir, sentir, toucher, goûter cet environnement-là, bah oui, il y a de quoi s'y perdre, parce que du coup, c'est un univers qui existe, et j'ai toujours trouvé ça très déroutant de se dire que c'est les mêmes canaux sensoriels, d'où la même expérience. Si on mesure dans le cerveau ce qui se passe, on peut se dire la personne expérimente quelque chose, si elle voit, elle le voit vraiment, c'est vraiment les mêmes aires du cerveau qui sont stimulées. Si elle l'entend vraiment, c'est les mêmes aires du cerveau qui sont stimulées aussi. Est-ce que parce que j'ai vu ça il y a quelques années, tu connais peut-être ça. Il semble qu'il y ait des technologies qui sont en train d'être développées qui font qu'on pourrait projeter le rêve de quelqu'un sur un écran. Il y a 2 choses qui sont différentes. Il y en a même 3. On peut induire des rêves lucides. On sait comment le faire. Du coup, avec des stimulations transcrâniennes, c'est mettre des ondes gamma, du 40 Hz, ça marche très bien, à des moments très précis dans le cerveau. Et on peut communiquer avec des personnes dans le rêve. Alors, ce monde devient poreux. Des personnes ont pu créer de la musique. Enfin, on a pu repérer. Alors, on mettra le lien en dessous. Mais comment est-ce que des artistes ont pu créer et retraduire des musiques qu'ils inventaient dans leurs rêves et le faire remonter à la surface aux gens qui écoutaient par des mouvements du corps. Ça, c'est génial, parce que tu peux être hyper créatif dans ces rêves. Je pense qu'on peut on peut complètement être... et peut-être mobiliser aussi des compétences qu'on n'a pas forcément éveillées. Comment ? Mobiliser des compétences qu'on n'a pas forcément quand on est éveillé. Ouais. Ou s'entraîner à des compétences. Ça, c'est un des trucs que j'avais beaucoup pratiqué à un moment donné en hypnose avec des gens que j'accompagnais. C'était s'entraîner à des choses dans les rêves. En fait, quand les gens étaient assez à l'aise avec l'hypnose, je leur apprenais à faire des rêves programmés. C'est pas tout à fait du rêve lucide, mais c'est un rêve qu'on programme. Et à refaire des choses encore et encore. Donc, ça m'arrivait de travailler avec des sportifs là-dessus. Je pensais à un pilote, par exemple, avec lequel j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Du coup, une fois qu'il avait fait son circuit dans ses essais, après, il revenait sur son circuit en rêve avec l'intention que ça soit bien modélisé. Et du coup, il avait l'impression de continuer à s'entraîner comme ça en dormant. Ça avait donné des beaux résultats. Donc, on peut créer un cadre avec des règles qu'on propose pour que le rêve s'organise autour de ça, et dans lequel on peut vraiment s'entraîner. Avec une petite vigilance quand même, parce que parfois, si j'imagine, par exemple, jouer du piano dans un rêve, peut-être que mon inconscient va me créer un piano qui n'est pas physiquement possible. Donc il faut arriver à se mettre des fusibles pour que ça corresponde quand même à certains critères, parce qu'on peut avoir aussi des surprises quelquefois de choses qui sont pas compatibles avec le réel. Mais par contre, en plaçant ces fusibles-là, on arrive vraiment à en faire un espace d'entraînement. C'est la salle d'entraînement de Matrix, grosso modo. Ouais, ça me fait plutôt penser à Inception, mais oui. Ou Inception, oui. Cette idée-là, je sais pas ce que vous en pensez. Après, on pourrait revenir sur qu'est-ce que le rêve, la définition, mais là, l'occasion est trop belle. Pour vous, ça sert à quoi un rêve ?
Enfin, quelle est l'utilité d'un rêve, si elle en a une? J'ai plusieurs choses qui me viennent de ce qu'on en connaît en tout cas aujourd'hui. Il y a une partie d'assimilation de l'expérience dans le rêve. Je crois que ça a été pas mal documenté, notamment au niveau de l'intégration émotionnelle de ce qu'on vit dans une journée. Ce qui fait que quelquefois, nos rêves aussi sont des endroits où on rejoue des scènes, où on arrive à mettre en métaphore aussi quelques scènes, comme s'il y avait besoin que le cerveau les redéploie, notamment quand les gens vivent des choses un peu fortes dans leur vie. Ça peut être très activé. Donc il y a une fonction d'apprentissage, une fonction de digestion, une fonction de réorganisation psychique aussi. C'est ce qui me vient en tout cas. Oui, peut-être qu'il y a aussi il y a peut-être l'observation de conflits internes ou de choses qui sont parfois difficiles consciemment à explorer. Le fait que on peut avoir certaines aspirations qui sont un peu contredites par nos engagements dans la réalité, qui viennent se manifester en rêve. Ça peut être des choses qu'on aimerait faire et qu'on n'arrive pas à faire dans le réel et qui viennent sous la forme d'inspiration, d'idées ou d'émotions. Parfois même de tableaux entiers du rêve qui nous rappellent que il y a une partie de nous qui aimerait bien réaliser tel ou tel projet. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme un dialogue aussi d'intention qui se fait. Tu parlais d'un processus de digestion, un peu comme une intégration créative quelque part, qui peut à certains moments servir comme un rappel qu'on peut prendre certains chemins qui sont peut-être un peu bloqués. Tu pensais à d'autres choses ? Non, je te rejoins. Enfin, tout paraît juste. Pour être concret, j'irais dans ce sens-là. Il y a un truc qui me semble vraiment chouette, c'est les moments pendant lesquels il y a une difficulté qui est présente à un moment donné et on peut s'y heurter. Et le fait d'être confronté dans ce qu'on pourrait appeler ça un cauchemar, je pense que derrière, il y a souvent un truc qui est assez vertueux. C'est la première réaction, c'est un peu la fuite, c'est se dire on a peut-être tous déjà fait des rêves dans lesquels il y a un grand méchant qui est là, ou une situation folle dans laquelle il faut s'échapper ou se battre. Ça vous est déjà arrivé, je pense, ce genre de choses, et les rêves parfois dans même lesquels on peut pas s'échapper. Ouais, bloqué. on vit quelque chose de fort et c'est intense, quoi. C'est des grosses émotions qui sont présentes. Et si ça vous est déjà arrivé, donc le premier réflexe, c'est ça. Il y a un rêveur lucide qui prend conscience que c'est un rêve et que c'est un rêve. Donc, en ce cas-là, ça va être génial. Il va sortir un grand sabre magique, il va tout faire exploser, puis il va s'envoler. Ça va être fou. Il y a une autre voie qui est un peu plus sage, qui est celle de se confronter à ça et d'essayer, avec beaucoup de sagesse, de bienveillance, d'essayer de rencontrer cette partie-là de soi et de savoir, de comprendre ce qu'il y a là derrière. Et généralement, il y a une forme, je pense, dans l'abandon au problème, il y a souvent quelque chose qui est très bénéfique qu'on peut trouver. Faire face à ces peurs de cette manière-là, à travers le rêve, je pense qu'on y gagne toujours. Et souvent, ça vient taper un peu sur les mêmes registres qui sont dans une grande ouverture, dans quelque chose qui est souvent lié, encore une fois, on en revient à la même chose, à l'amour, quelque part, de chaque partie de soi, de ce qui a peur au fond, des intentions positives qui peuvent se manifester. Et j'ai toujours trouvé qu'il y a des vertus, je pense, physiologiques, mais aussi émotionnelles, comme une salle d'entraînement émotionnel dans laquelle on va pouvoir apprendre à dépasser quelque chose. Le rêve lucide, il est chouette parce qu'on va pouvoir prendre le contrôle de quelque chose. Mais en même temps, il va empêcher la fonction première du rêve, qui est celle de ne pas être lucide. Peut-être que c'est positif aussi de ne pas être lucide pendant un rêve, parce que du coup, on va pouvoir se faire peur. Et l'intérêt, c'est peut-être de parfois se heurter à des difficultés, de devoir les traverser. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est marrant parce que tu vois, même, j'ai l'impression, même avec l'habitude, dans un rêve lucide, il y a quand même des choses que nous propose notre inconscient et qu'il y a besoin de faire avec aussi ce qui vient. C'est-à-dire que je sais pas toi comment tu le vis, mais j'ai l'impression que c'est jamais toujours complètement malléable. J'ai l'impression de pouvoir proposer quelque chose, mais qu'une part inconsciente de moi me propose aussi quelque chose et qu'il y a une rencontre entre les deux. Oui, c'est ça. Tu vois, par exemple, alors oui, dans un rêve, tu peux te dire, tiens, je suis dans un rêve, je peux m'envoler, pourquoi pas. Mais en fait, très rapidement, tu vas avoir des choses qui vont se proposer. Des personnages qui arrivent, que tu n'as pas forcément décidé non plus. Des situations, des transformations du décor, des choses comme celle-là. Et pour moi, il y a un côté presque dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que tu sais que tu es dans un jeu vidéo, tu sais que c'est du code, quelque part. Mais parfois, tu as aussi des règles qui se proposent. Et j'ai l'impression qu'il y a une interaction conscient-inconscient qui est d'autant plus riche quand tu laisses aussi quelque chose venir. Comme si l'inconscient voulait se dire « Ah, c'est bon, il va jouer avec moi. Et puis, je peux jouer avec lui. » Exactement, ouais. Ça, c'est intéressant. Il y avait un des grands précurseurs du rêve lucide, ça vous parle ? Je crois qu'il s'appelle Stephen Laberge, un auteur connu du domaine du rêve lucide, qui raconte une de ses premières expériences. Et alors, avez-vous déjà rêvé de mourir dans un rêve ? Oui. Oui. C'est ça. Toi, Damien ? Je sais pas si j'ai déjà rêvé de mourir.
Alors je crois que peut-être que ça m'est arrivé, mais alors du coup je me suis réveillé spontanément. Alors Alors, oui, toutes les quand même, fois oui. où je crois que j'ai rêvé de mourir, j'ai eu un... En fait, c'est la fin du rêve, quoi. C'est-à-dire, je suis éveillé. Donc, vous avez rêvé de mourir et le rêve a continué? Ça m'est déjà arrivé. Non, moi à chaque fois pareil, ça, tu vois, je pense à des rêves de chute ou des choses comme ça. Ouais. Pareil, c'était la fin de quelque chose. Ouais, une balle dans la poitrine, enfin, mais c'était Ah, mais tu marquant. vois, par contre, Et- ce que j'ai pu. Ouais. Tu parles de balles, il y a un coup de feu, il y a une détonation, quelque chose. Et j'ai remarqué un truc intéressant, c'est que parfois, le rêve va se servir de ce qui se passe dans le réel pour créer une configuration plausible. C'est-à-dire, un jour, j'ai rêvé qu'on me tirait dessus, j'ai entendu un coup de feu, et en fait, en me réveillant en sursaut, j'ai réalisé que c'était un courant d'air qui avait claqué la porte. Et Oui. tu vois, il y a cette sorte d'interaction. Je sais pas si ça vous fait ça aussi parfois. Ouais, c'est un exemple, je pense, peut-être que vous avez vécu aussi. Tu sais, tu es en train de dormir, quelqu'un rentre dans la pièce dans laquelle tu dors, et en fait, dans le rêve, quelqu'un rentre aussi dans une pièce. Et tu as une connexion parfois qui se fait. C'est assez étrange cette idée, parce que normalement, dans le rêve, on est assez peu suggestible, c'est-à-dire que le monde extérieur nous parvient assez peu. Mais il semble y avoir quand même des petits moments, des interstices comme ça, des choses qui font que ça finit Le par... son est un canal qui est un peu plus ouvert que les autres Ouais. sur le sommeil. On entend bien les choses là où la lumière, etc. Enfin, je crois que même l'orientation du corps, on ressent moins les choses. Mais Parce qu'il y a on sort un tout petit peu de ça, mais tu sais, toute cette période où les gens disaient il faut apprendre pendant qu'on dort, et ils se mettaient ils se mettaient des enregistrements sous leur oreiller avec Ah oui. des cours de je sais pas quoi. devenir moi. Des cours ingénieur d'anglais ou maths, des trucs comme ça. Et apparemment, en fait, ça marche. Déjà, un, ça marche trop, pas. ça, hein. Deux, ça perturbe le sommeil. Ouais. Donc, j'imagine le canal auditif est ouvert, mais sur des choses peut-être basiques, mais Ouais. peut-être pas sur des choses. Ouais, c'est pour ça que le fondamental. réveil, l'alarme, c'est toujours le bon signal, c'est le truc Ouais. qu'on va entendre. En plus, il y a un Mhm. petit ancrage, on sait que c'est le réveil. Donc, Ouais. c'est vrai Parce qu'il y a qu'on... pas mal de gens qui snooze aussi. Oui. Alors ça, c'est une sale habitude. Ouais. Bah, alors, on va parler des techniques de rêve lucide, mais le snooze peut être une technique intéressante pour le rêve Ah, lucide. le double réveil, ouais, super intéressant. Je termine juste l'histoire sur la mort. Oui, parce sur que la mort, j'allais te relancer c'est intéressant. Mais ouais, clairement, il y a une bonne technique pour ça qui marche bien. L'auteur Stephen disait il rêvait qu'il était quelque part dans un effort intense, poursuivi, rien n'allait bien. Et il arrive au moment donné où il sent qu'il est au bord de l'épuisement. Et vraiment, il est très fatigué, son corps n'en peut plus, il s'écroule sur le sol et il sent que son corps est en train de lâcher. Et donc là, il est pris de panique. Il dit, voilà, j'arrive au bout, c'est ça. Je suis au bout, c'est là mon dernier souffle. Et comme n'importe qui, j'imagine quand la situation arrive, tu ne penses qu'à ta survie, tu cherches une échappatoire et ça va pas. Enfin, on ne peut pas être à l'aise comme ça sur un truc aussi soudain. Jusqu'au moment où persuadé qu'il allait mourir, il en vient au moment où le dernier souffle arrive et puis là, il sent cette acceptation, se dire, voilà, c'est la dernière expérience qui me reste à vivre, c'est la mort, c'est ma dernière exploration de la vie, c'est ça. Et s'est mis à embrasser quelque part son destin, qui pour lui était très réel, et donc s'est mis à accepter la mort et à laisser son dernier souffle venir. Et là, il s'est produit un truc magique pour lui. Il raconte qu'il a touché quelque chose de divin à ce moment-là, avec une sorte il le décrit comme ce qui pourrait paraître être un arc-en-ciel qui est sorti de lui. Enfin, il y a une expérience quasiment mystique qui est venue à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'était ce switch sur l'acceptation. Et je pense que la difficulté à traverser était peut-être là, sur l'acceptation. Et il disait, là, aucun intérêt à être lucide. Sinon, à quoi bon? Parce que sinon, si tu sais que c'est un rêve, tu sais comment je vis, tu dis, oh, c'est pas grave, same player, play again. Du coup, je vais mourir et c'est pas grave, je pourrais faire 1000 choses après. Mais le fait de ne pas être lucide, c'est super intéressant. Ça fait qu'on se prend à son propre jeu. Et ça nous permet de travailler sur les émotions d'une manière dans laquelle on va être très investi. Là où si tu sais que tu rêves, finalement, tu te dis, je peux faire tout ce que je veux. Je peux sauter à l'autre bout du monde, je peux aller sur la station ISS et après je reviens là et puis j'accomplis tous mes plus grands désirs, les plus fous. Mais finalement, ça n'aura peut-être pas la même substance que quand on a des difficultés, comme dans la vraie vie, quand on va avoir un peu de mal à atteindre un bel objectif. Ça n'a pas la même saveur. Je te rejoins là-dessus. Moi, je sais que les premiers rêves lucides, j'avais un peu ce fantasme de réaliser tous mes fantasmes, justement. Et en fait, t'en fais très vite le tour. C'est même plus du tout intéressant. Je sais pas si vous avez eu cette expérience-là, mais en fait, c'est chouette, mais en fait, ça n'a pas de saveur parce que justement, il y a un truc qui fait que tu l'as pas cherché, enfin, tu l'as pas construit. Et alors que justement, quand ça te propose une expérience qui reste étonnante et que ça t'amène dans des choses un peu plus confrontantes, des choses quelquefois assez, là, ça devient génial parce que t'as l'impression de résoudre quelque chose.
Et je pense que c'est un peu comme, je reviens sur l'idée du jeu, hein, mais je pense qu'il y a un côté très jeu pour moi dans le rêve. Jeu où il y a des choses vraiment à prendre à un niveau profond, je trouve, à chaque fois. Oui. J'ai l'impression que les décors que crée notre inconscient et les scènes et les mises en scène que crée notre inconscient sont souvent très riches. Il y a un drôle de bruit. Une petite parenthèse comme ça, peut-être ça n'a rien à voir, vous me recadrez si c'est le cas, mais parfois dans les rêves, on évoque la capacité prémonitoire du rêve. Il y a des choses qui peuvent être un peu saisissantes. Alors il y a ça, il y a cet aspect prémonitoire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est la première partie de ma question. Et la deuxième partie, c'est, par exemple, ma compagne me parle d'une connexion qu'elle peut avoir parfois avec sa maman. Ah. Et le fait que certaines fois, elle peut rêver de quelque chose et appeler sa fille et se dire tiens, est-ce que ça c'est réel? Et oui, il s'avère qu'il y a une intention qui est vraiment en place. Est-ce que vous pensez que le lien entre des personnes peut se matérialiser à travers le rêve? Et est-ce que ça peut être un espace de dialogue inconscient? Parfois, on rêve d'une personne, on peut avoir l'impression qu'il va se passer quelque chose pour cette personne, l'appeler et se rendre compte effectivement il y a vraiment quelque chose en cours. J'ai plusieurs témoignages qui font référence à ça. Est-ce que ça vous parle? Ça a été étudié parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là en disant je communique avec une personne dans le rêve et puis cette personne me rapporte avoir communiqué avec moi. Et puis nous avons échangé les mêmes informations dans ce rêve commun. Je crois que ce phénomène qui arrive à quelques personnes il y a eu des recherches là-dessus, des personnes sont un peu interrogées sur comment ça fonctionnait. Et c'est assez curieux, ça semble arriver avec des personnes qui ont déjà une connexion qui est forte, qui sont dans la même famille ou dans un couple. Ou des jumeaux aussi, oui. Ouais, des jumeaux, il y a des relations qui joueraient là-dedans. Mais après, je crois qu'il y a beaucoup de doutes sur le fait que c'est très dur d'établir est-ce que le rêve serait un lieu commun dans lequel les gens pourraient se rencontrer ou est-ce que ça passe par d'autres canaux qu'il y a une communication qui peut se faire. Donc, je crois qu'on n'a pas beaucoup de réponses et j'en ai aucune. J'ai plus de points d'interrogation que de... Ce qui est drôle avec ce genre d'expérience, c'est que c'est tellement vécu intensément de manière empirique que, comme tu disais, on y croit à fond. On a l'impression que c'est réel. Et souvent, même, ça peut faire peur pour certaines personnes. Ça peut être un peu surprenant. C'est clair, moi, j'ai vécu une expérience comme ça. Alors, je sais pas quoi en penser, tu vois. Puis en plus, c'est assez ancien, mais je rêvais que j'étais en train de faire du surf. Il y avait une énorme vague, une sorte de raz-de-marée. Donc, rêve où je meurs, quoi, en fait. Et noyé. Et donc, je me réveille un peu en sursaut comme ça. Et ma compagne de l'époque qui était à côté de moi semble se réveiller aussi en disant elle était grande cette vague. Et ça m'a vraiment surpris parce que je me suis dit j'ai pas parlé dans mon rêve. Enfin, tu vois, il y a toujours le doute. Est-ce que j'ai parlé en rêve? Est-ce que j'ai décrit quelque chose? Elle en avait pas le souvenir non plus. Mais c'était vraiment le rêve était étonnant, mais cet instant-là de se dire comment elle peut savoir que la vague était grande était assez étonnant, assez étrange. Donc, expérience un peu singulière comme ça. Mais après, je sais pas comment on peut mesurer ce genre de choses. J'imagine que c'est très complexe à mesurer. Mais c'est vrai qu'il y a régulièrement des gens qui témoignent de ce genre de choses. Ouais. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi non plus. Et toi, t'en penses quoi? Je suis un peu comme vous. Je vais même pas jusqu'à la question de mesurer parce que j'en suis pas là. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de mesurer. En fait, elles nous apparaissent comme étant réelles. On les vit comme étant subjectivement réels et donc à partir de là c'est peut-être suffisant pour être exploré. C'est un peu comme ce que tu disais, est-ce qu'il est nécessaire de rentrer dans une lucidité quand on est dans un rêve si ce rêve, lorsqu'il n'est pas vécu avec lucidité, peut avoir une vertu positive pour soi? Là, est-ce que le fait d'identifier c'est vrai, c'est pas vrai est vertueux si on a l'impression que ça crée une connexion ou que ça nous permet de nous comporter différemment dans la vie? Je pense que c'est pas forcément nécessaire de questionner la véracité à partir du moment où, de manière empirique, il y a un enseignement ou un passage. Peut-être, moi, je serais plutôt allé vers une forme de culture. Comment est-ce que je peux le cultiver? Comment est-ce que je peux peut-être l'entraîner consciemment? C'est peut-être mesurer, pour moi, ça aurait été dans l'idée de, en comprenant mieux ce qui se passe, pouvoir mieux savoir comment favoriser possiblement ce genre d'expérience. Et peut-être déconnecter ce qui serait de l'autosuggestion, de quelque chose qui serait au-delà de ça. Pour essayer de sentir, en effet, est-ce que c'est juste un partage d'intuition, par exemple, quelquefois, ou une synchronicité, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être un peu plus fort que ça? Est-ce qu'il y a besoin que ça soit dans la même pièce que quelqu'un? Enfin, il y aurait plein d'hypothèses qu'on pourrait avoir là-dessus. Mais en tout cas, oui, dans le sens de... Alors là, en l'occurrence, les témoignages que j'ai eus, c'était jamais dans la même pièce. C'est toujours, il y a de la distance, il y a même parfois des espaces-temps. Donc c'est... En fait, le problème de ce genre de questions, c'est que derrière, ça implique plein de choses. Ça impliquerait, par exemple, que des univers parallèles ou d'autres plans de la réalité existent. Enfin,
ça implique. Et ça devient fou de On rentre penser dans à le ça. quantique, là, ça y est. Mais ouais, on rentre dans un truc qui Moi, je vous dépasse propose, complètement, et cette nuit, je cache un objet dans un rêve et vous venez le chercher. Alors, si Chiche. je me demande si. Alors, tu vois, par exemple, là, c'est un exemple intéressant, c'est qu'en l'occurrence, ces témoignages sont souvent liés à des relations émotionnelles fortes. Ah oui, oui. Et là, en l'occurrence, si c'est juste un objet comme ça pour s'amuser, j'ai doute que ça puisse fonctionner. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est puissant, c'est un puissant révélateur de liens profonds. J'ai davantage. Oui, c'était une boutade, hein. Mais pas quoi que je peux mettre le mec élément très après. premier je degré. prends le challenge des filles. Mais je mets de l'affection. Je vais faire un gros câlin à l'objet. Voilà, comme c'est ça, sans le voir. Comme ça, j'y mettrai quelque chose et puis après, je le retrouverai. Est-ce qu'on parle un peu des techniques? Parce qu'on a commencé Ouais, tout à l'heure c'est sur vrai, les c'est techniques vrai. plutôt de Ouais, préparation. Vous avez zappé la prémonition, mais on y Et reviendra. juste ah oui, il y a tellement de questions à aborder. Mais juste avant, je me demande, j'ai peur qu'on n'ait pas vraiment abordé vraiment ce qu'est le rêve lucide, parce qu'on parle de préparation, on a parlé de un peu de Et on la a dit théorie. quand même que c'était un Mais- rêve dans lequel on était lucide, donc Ouais, c'est- et globalement, est-ce qu'en quelques mots, juste avant d'aller sur d'autres questions, on peut se dire qu'est-ce que la plupart des gens font, ou qu'est-ce qu'on peut faire, les choses les plus folles qui peuvent être Dans un rêve? réalisées dans un rêve. Dans un rêve lucide. En gros, dans certains de mes rêves, en tout cas, j'ai créé un lieu qui existe parce que je l'ai solidifié, on va dire, dans le rêve. Dans ce lieu, il y a des personnages que j'ai créés. Ça ressemble à une sorte d'hôtel, on pourrait dire. C'est un peu, ils ont chacun leur chambre. Et j'en ai fait ce qu'on appelle un conseil de génie, c'est-à-dire c'est des gens que je trouve inspirants, des gens réels ou imaginaires, présents ou passés. J'ai pris le temps de les faire habiter dans cet endroit-là. Et régulièrement, je vais discuter avec eux. C'est un peu la métaphore que je m'en fais, c'est un peu le jardin d'Épicure, tu vois, où il y a des gens qui se baladent et on peut discuter avec eux. Et ça me permet de faire des petites réunions parfois avec quelques esprits que j'aime bien. Donc c'est un exemple d'un truc un peu fou qu'on peut faire dans un rêve lucide. Parfois, je me pose une question, je vais dans ce lieu en rêve, et puis je discute avec les personnes qui sont là, des questions que je me pose. Oui, aussi, on a évoqué l'idée de l'entraînement à des compétences, la possibilité alors je dirais de muscler certaines capacités ou de rencontrer des parties de soi qui sont peut-être en conflit, comme j'avais évoqué tout à l'heure. Je pense que la créativité aussi, ça peut être un très bon. Le rêve est un très bon moyen pour entraîner la créativité. Il y a des choses comme, je crois que ce que la plupart des gens font, c'est C'est des voyages aussi. des Voilà, choses c'est comme ça, c'est de le dire, je vais aller fantasme voir, de l'exploration qui commence au Ouais. début, mais comme tu l'avais évoqué, c'est quelque chose qui s'estompe assez vite. Quand on commence à tout maîtriser dans un rêve, je sais que souvent dans mes rêves lucides, il y avait un peu le syndrome de la page blanche en me disant oh, ça y est, je suis lucide, etc. Donc déjà, il faut stabiliser le rêve, il ne faut pas s'exciter, il faut rester calme. Et après, on se dit ok, ça y est, j'y suis. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et là arrive un problème. C'est Bastien, si je me mets. Alors, c'est un des autres problèmes, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure en sous-entendu. Quand on se stimule beaucoup mentalement, ça a tendance à éjecter du rêve. Donc, dans ces moments-là, c'est bien d'être assez sûr de soi, de savoir ce qu'on va faire, parce que si on se pose trop de questions, si ça devient très mental, on éjecte du rêve. Du coup, je m'étais préparé une liste un petit peu simple pour éviter le syndrome de la page blanche. Donc, dès que j'avais un rêve lucide, je savais que je voulais aller sur ISS, je vais faire un tour du monde, il y a les pyramides, il faut aller les voir. La bucket list. Ouais, et c'est ça. Et j'avais C'est génial. une bucket list énorme de dire respirer sous l'eau, nanana. Enfin, j'ai tout fait, Ça, être je un l'ai fait plein animal. de fois, respirer. Et en fait, il y a. Je pense que c'est important. Et voyager dans le temps, par exemple, se dire tiens, Moyen-Âge, à quoi ça ressemble, Moyen-Âge et tout. Je me connais Ah pas oui, ça. tiré au Moyen-Âge, toi. Et bah ouais, c'est génial. Imagine, tu marches dans une ville médiévale, dans la boue, sur les pavés, t'entends hey. Rentrer Les dans les gueules, livres qu'on aime aussi. Voilà. Parce que c'est. Alors, je sais pas vous, moi ça m'arrive quand je lis des romans d'en rêver, déjà c'est naturellement. Oui. Mais du coup, d'en faire un rêve lucide, de se retrouver dans les paysages, avec les personnages, avec les lieux, et peut-être même de vivre un peu dans ce monde-là, c'est des expériences qui sont magnifiques. Et là, pour le coup, on sort du simple tourisme, je trouve, parce que tu vis une histoire en fait quand tu fais ça. Ce qui est assez troublant, c'est que. Alors parfois, je sais pas comment ça vous le fait sur des trucs comme ça, mais quand je rentre dans un livre, par exemple, dans un roman, donc il y a un univers qui a sa cohérence. Parfois, mon inconscient l'interprète un peu quand même. C'est pas toujours si cohérent que ça avec le livre. Il peut y avoir des inspirations, il peut y avoir des zones, mais ça, c'est qu'au réveil que je m'en rends compte, qui sont un petit peu réagencées à un niveau inconscient. Ça suit pas toujours toutes les règles. Mais il arrive donc que je sois soit moi dans un endroit comme un visiteur quelque part, soit qu'il y ait des processus d'identification avec des personnages réels dans le livre. Je deviens un des personnages du livre. Parfois un personnage important, parfois un personnage secondaire. Et ça, c'est pas toujours décidé. Ça se fait un peu spontanément. Donc j'ai encore conscience que je rêve, que je suis un personnage. Et là, un des trucs les plus étranges à vivre, c'est cette identification à un personnage. Je me rappelle à un moment donné, j'étais une femme avec 2 enfants.
Et quand je sais que je dois sortir, pareil, la sensation qu'à un moment donné, j'ai vraiment l'impression de connaître la vie de ces enfants, j'ai vraiment l'impression de connaître la vie de qui je suis, de cette femme-là à ce moment-là. Et de devoir me rappeler il faut que je redevienne Kevin qui est en train de rêver de ça. Et c'est des moments d'identification qui peuvent être assez beaux, assez forts. On peut vraiment vivre des personnages. Voilà, ou autre exemple avec un oiseau, pour le coup. Je rêvais que j'étais un oiseau, c'était dans l'idée de voler. En fait, je voulais voler, donc je vole, et puis d'un coup, je me dis, en fait, je suis plus moi, je suis un oiseau. Et je commence à sentir, en fait, ce que c'est d'être un oiseau. Donc, c'était plutôt je sais pas, un aigle ou un truc comme ça, c'était assez grand. Et surtout, je sens ce que c'est de voir au loin, comme ça, une proie, et de foncer dessus. Wow. Avec cette sensation, en fait, que ça a l'air appétissant. Tu vois, ça devait être je sais pas, un hamster, j'en sais rien. Et me réveiller avec cette sensation très étrange d'avoir ressenti un truc. Donc, il y a une puissance de calcul dans le rêve qui rend ça réel. Et qui est troublante à vivre aussi. D'y penser, ça me fait un truc assez bizarre. Ouais, c'est beau de voler. C'est vrai que voler, c'est quelque chose qui revient souvent dans les rêves. J'aime beaucoup voler aussi. Voler, nager, tu parlais de respirer sous l'eau aussi, ça fait partie des voyager dans le temps, je pense que c'est un truc à faire aussi. Je suis persuadé qu'on a assez de briques de construction de tout ce qu'on a vu dans des livres, lorsqu'on voit une jolie ville comme Strasbourg, qui est une très belle ville. Je vis à Strasbourg. On voit toujours des restes un peu d'une époque plus médiévale, et je crois que c'est plein d'informations qui sont stockées quelque part. Et si vous en avez fait l'expérience, moi ça me parle beaucoup parce que j'ai déjà fait l'expérience de vivre une autre époque à un moment donné, et c'est fou à quel point le cerveau est capable de tout remettre en place avec les vitraux, les machins, les odeurs, enfin tout ce qu'on a appris dans les bouquins sur à quoi devait ressembler une vie médiévale, les langues un peu différentes, enfin tout est présent et on se retrouve dans un autre monde. Et c'est ça qui est fou, c'est que notre cerveau est capable de nous faire rêver d'un truc dont on n'a pas expérience. Tu vois, je prends un exemple tout simple, la chute libre. Je pense que c'est un rêve aussi assez courant de tomber. Bon, quelqu'un qui a déjà fait un saut en chute libre, il sait ce que c'est, mais quelqu'un qui n'a pas la référence peut en rêver et après le vivre et dire c'est quand même vraiment ce que j'ai rêvé. C'est-à-dire que le cerveau est capable de tellement bien calculer une expérience qu'il la calcule de manière extrêmement proche du réel, alors qu'il l'a pas vraiment vécu. C'est fou, ça. Il y a aussi, j'ai un ami auteur qui a passé beaucoup de temps à écrire des romans, etc., et qui me disait qu'à un certain moment, il avait une relation très particulière avec son personnage, et qu'il le retrouvait dans les rêves, et qu'il y avait cette identification aussi qui devenait de plus en plus forte à mesure de l'écriture. Donc je pense qu'on parlait de la créativité, et c'est vrai que le lien avec les personnages ou les identités qu'on peut avoir en rêve peut aussi être très nourrissante lorsqu'il y a un processus en cours, que ce soit la création d'une œuvre ou l'écriture d'une musique ou d'un roman. C'est vraiment des terrains d'exploration intéressants pour l'esprit. Il y a une pièce de théâtre qui inverse ça s'appelle 6 personnages en quête d'auteur, de Pirandello, je crois. C'est des personnages qui cherchent un auteur, en fait, pour les écrire. C'est drôle. Je me dis que parfois, dans nos rêves, t'as l'impression qu'il y a des personnages qui viennent comme s'ils attendaient que tu rêves d'eux pour exister. Ouais, super. Ou des idées. Ou des idées, ouais. Moi, j'ai eu un jour un méga déclic. Je crois que je ne parlerai pas trop ici, mais j'ai eu un gros déclic. Ça concerne Dream Machine, mais dans un dépôt légal, un petit truc d'un petit point de bloquant, limitant, sur lequel il fallait trouver comment les choses pouvaient bien s'imbriquer. Et du coup, dans un rêve, la solution était juste claire et limpide. Il y a juste 2-3 idées qui sont combinées ensemble et pop, et ça fait que la solution s'est mise en place et ne pouvait que apparaître à travers le rêve. Donc c'était vraiment chouette. Il y a pas mal de personnages historiques qui racontent justement qu'ils ont fait confiance à leur rêve pour leur donner une solution. Alors je pense que c'est des choses qu'on trouve dans l'Antiquité, déjà avec l'idée des rêves, alors non pas prémonitoires, mais des rêves, comment on pourrait appeler ça, prophétiques, dans le sens où je vais faire une rencontre dans un rêve qui va m'enseigner quelque chose. Oui. Je vais explorer des possibles pour sentir lequel est le bon pour faire un choix. Je vais avoir une indication, une intuition, un signe dans un rêve qui va m'indiquer quelque chose. Et ça, c'est une pratique qui est quand même assez ancienne. Et il y a sinon pas mal de personnages dans l'histoire qui décrivent ce processus qui est de réfléchir très intensément à quelque chose, puis de lâcher. Et le rêve est un très bon moment pour lâcher, et de laisser la solution émerger dans le rêve. Donc on peut... Je pense que il y a un élément intermédiaire entre rêve et rêve lucide qui est la programmation de rêve, et qui peut être même une étape pour apprendre à faire le rêve lucide. Je m'endors avec une intention. Je m'endors avec une idée fixe, très importante. Donc il y a plein de gens qui font ça. Par exemple, j'écris quelque chose, je le mets sur moi, alors symboliquement évidemment, ou je le mets sous l'oreiller, et je sais que c'est ça dont je dois rêver, je sais que c'est ça qui doit animer ma nuit. Et en fait, où je tiens quelque chose qui est un peu le symbole de ce dont j'aimerais rêver. Donc j'aimerais rêver de quelqu'un, je tiens un objet qui me fait penser à cette personne. J'aimerais rêver d'une possibilité, peut-être que j'ai une photo, peut-être que j'ai un élément, et je m'y connecte
pour que ça vienne dans le rêve. Donc j'introduis des moments de réalité dans le rêve, des éléments de réalité dans le rêve. Et souvent, quand on fait ça, on s'aperçoit que par exemple, l'objet qu'on tenait avant de dormir, on l'a encore dans le rêve. Et c'est aussi un pont parfois pour faire du rêve lucide, ça. On revient à ta question de tout à l'heure. Je rembobine pour le coup sur les techniques qu'on peut mettre en place. Là, ça peut être aussi même une technique qui est super sympa d'avoir un ancrage, un petit pont entre le rêve et la réalité, ou la réalité ou le rêve. Mais on vient sur les quelques techniques qui peuvent permettre à n'importe qui d'appréhender ça. Oui, tu avais l'air d'en connaître quelques-unes. Est-ce que tu peux en énoncer? Tu as évoqué le fait de regarder ses mains. On a parlé du fait de questionner la réalité, de savoir comment on est venu là, où est-ce qu'on va aller après. Est-ce qu'il y a d'autres éléments tangibles qu'on peut... Il y en a une qui est presque pareille. Je pourrais parler de ce qui marche chez moi. Je pense que chacun a sa propre... Enfin, c'est vraiment un art. Je ne pense pas qu'on puisse se dire « Ah, je sais faire du rêve lucide, du coup, on va faire tout le temps. » C'est un truc qu'on va apprivoiser au fur et à mesure. Et ouais, vraiment comme un art où il y a beaucoup de subtilité. Et après, chacun trouve un peu ses propres moyens qui vont marcher mieux à certains moments. Une technique pourrait être celle qui est du faux réveil. Pas du réveil comme tu l'avais dit, mais par exemple, si le matin, vous vous réveillez sans bouger, c'est un truc qui marche extrêmement bien. Chez moi, ça marche très bien. Et à ce moment-là, faites l'effort, s'il vous plaît, de ne pas bouger, mais même pas, ne pas sourciller, ne rien faire. Si vous avez l'impression de vous dire « Ah, c'est le matin, je sens mon lit », juste ça, je suis dans mon lit, je sens mon oreiller, la tête dans l'oreiller, etc. Eh bien, restez exactement dans la même position, il ne faut surtout pas réveiller le corps. Il y a de grandes chances pour que le corps respire encore très doucement, avec une respiration légèrement lente, comme dans le sommeil, que le corps soit encore endormi, mais que ce soit juste l'esprit qui soit réveillé. Et lorsqu'on est là-dedans, c'est très facile, c'est un méga tremplin pour aller dans le rêve lucide, parce que du coup, le corps est déjà endormi. Il n'y a plus qu'à amorcer le rêve lucide avec l'idée de se dire, par exemple, je vais voler, je vais aller au Moyen-Âge, je vais visiter les pyramides de Khéops. Avoir une intention. Exactement. Et le moment où on commence à rebouger, on réveille le corps et on met tout le processus en route. Donc, cette technique me paraît vraiment bien. C'est les demi-réveils du matin, lorsqu'on est un peu entre les deux phases. C'est simplement se servir de ça comme d'un tremplin pour replonger. Il y a plusieurs techniques, mais je peux partager. Déjà, moi, c'est avec laquelle j'ai réussi à faire mes premiers rêves lucides. Comme j'ai beaucoup galéré, peut-être que ça pourrait aider des gens. En fait, j'avais lu tout ce qui se faisait à l'époque. Il n'y a pas grand-chose non plus, mais et puis c'était avant qu'il y ait des forums où on parle de ça et tout ça. J'y arrivais vraiment pas. C'est-à-dire que je m'endormais le soir avec une intention très forte. Alors j'avais les trucs de rappel de réalité un peu et tout ça. Et à chaque fois, je me réveillais le matin et voilà, j'ai gâché une nuit. En gros, c'était hyper frustrant et ça a duré des mois. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, il faut que j'y arrive. Il va falloir que si j'ai fait ça qu'une fois par nuit et que je me réveille le matin, j'avais un sommeil qui était plutôt d'une traite, quoi, donc pas du tout d'occasion même de se réveiller au milieu. Et je me suis dit, on va utiliser la fonction snooze, quoi. Et j'avais mon premier réveil avec une fonction snooze, du coup. Il sonnait toutes les 9 minutes. Et un gros réveil avec écrit en rouge dessus. En fait, je me suis dit, la fatigue va m'aider. Et je pense que ça a été une bonne intuition. Donc j'étais ado, j'ai fait ça tout un week-end, un vendredi soir en fait, j'ai mis snooze toute la nuit et ça n'a pas marché et j'ai recommencé le samedi soir et j'ai remis snooze toute la nuit et en fait au milieu de la nuit j'ai fait mon premier rêve lucide. Ouais. Donc je pense que l'état d'extrême fatigue a aidé, le fait d'avoir cette intention, en fait toutes les 9 minutes je me réveillais en me disant raté, j'y retourne, raté, j'y retourne. J'avais l'illusion, je crois que c'était pas une bonne idée, mais l'illusion qu'il fallait s'engouffrer entre rêve et réalité, comme s'il y avait une sorte c'est comme si c'était un millefeuille et qu'entre deux feuilles du millefeuille, on pouvait s'engouffrer. C'est la métaphore que j'avais à l'époque. Mais ça a fini par payer, ça a fini par marcher. Et par contre, très frustrant parce que première fois que j'arrive donc dans un univers. Snooze, alors non, c'est pas ça, ça aurait pu être ça. Le réveil sonne. C'est même pas ça. En plus, avec la fatigue, je pense que j'éteignais mon réveil 10 secondes après, je devais dormir, tu vois. Et donc, j'arrive dans un décor et je me dis, c'est un rêve. Et là, il y a une sorte de jubilation de dire, j'y suis. Et siège éjectable. Non, ça c'est le truc. Oui, ça c'est le pire. Et en fait, ça m'a fait un paquet de fois avant d'y arriver, parce que je n'arrivais pas à m'empêcher d'être trop heureux que ça marche. Et en fait, c'est un peu ce que tu disais sur le mouvement. Il faudrait, et là, ce que j'ai trouvé pour dépasser ça, c'était de méditer dans le rêve. C'est-à-dire que la seule chose que je voulais faire dans le rêve, c'était de m'asseoir en tailleur. J'avais une sorte d'image un peu position lotus, comme ça, et de rien faire et d'attendre. Et ça m'a aidé à passer ce cap de siège éjectable, parce que ça a été frustrant un paquet de fois, ça. J'ai eu très longtemps ce truc-là. Moi, c'est la seule chose qui m'a aidé, c'est de regarder les détails. Et maintenant, dès que j'ai un rêve qui commence à devenir lucide, si ma lucidité augmente, je sais que je vais être super excité en disant « You, j'y suis !» Et à ce moment-là, pareil, siège éjectable. Mais regarder les détails, c'est dire « Ok, là, il y a du parquet. Je regarde chaque rayon du parquet. Ok, là, il y a un détail là. » Et puis, le fait d'avoir un
point d'attention, de focalisation. Toute mon attention est sur un seul point et l'émotion se calme. Est-ce que tu cherches à zoomer parfois? Parce que quand je Ouais. fais ça, je cherche à Ouais, zoomer. ouais, Et ouais. c'est Sur les- beau. Ouais. Et puis oui, carrément. Je vois du carrelage brun. Bref. j'ai des Et images. du coup, Et comment toi, est-ce que du tu coup fais pour... j'allais te poser une question. Comment est-ce que tu fais pour structurer le rêve? Pour maintenir, par exemple, tu parlais tout à l'heure de maintenir un tableau dans le rêve, quelque chose qui reste à peu près constant. Quelles sont vos techniques pour faire ça? Parce que c'est vrai qu'il y a cette première phase, hein, c'est ce qu'on est en train de décrire. Il y a le processus où on est allongé, ensuite le processus où on bascule dans un état onirique. Là, on réalise qu'on est en train de rêver et souvent, effectivement, il y a cet enthousiasme qui nous réveille, on sort tout de suite. Donc, tu parlais de cette petite étape contemplative. On peut observer le rêve, avoir l'intention d'être en état méditatif, un peu passif, pas trop touché, surtout pas déclencher une émotion trop forte. Quelle serait l'étape suivante pour maintenir le... Bah, je trouve qu'il y a deux cas de figure. Je sais pas si c'est pareil pour toi aussi, Brice, mais j'ai deux cas de figure. Soit j'arrive dans le rêve, je prends conscience que je rêve, et là c'est comme si il y avait une intention de freeze, quoi. Rien ne bouge, le temps que je m'adapte un petit peu à ce changement de paradigme. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il y a une activité inconsciente qui est très rapide et très forte. En fait, le temps du rêve peut aller très très vite, et je sais que si à ça c'est très vite, je retombe dans l'inconscience. Donc le truc que j'ai trouvé, c'est de fixer un objet du décor ou une intention, genre regarder mes mains, et de pas lâcher ça, même si autour ça bouge dans tous les sens. En gros, j'ai l'impression qu'il y a une tempête autour, et que le fait de fixer quelque chose, ça crée une forme d'œil du cyclone, et ça finit par s'apaiser. Mais parfois, c'est un peu rodéo, c'est un peu... j'ai l'impression que mon imagination est tellement rapide et forte, il y a des décors, et c'est que des bribes, comme s'il y avait un truc qui passait un peu en accéléré. Et voilà, la seule technique qu'en tout cas j'ai trouvée, moi, pour stabiliser, c'était de fixer un objet. Donc par exemple, tu vois, je fixerais la table qui est là, tout bouge autour, cette table, elle est fixe, ça devient mon point de repère. Et puis derrière, ça commence à se stabiliser. C'est pour ça que j'amorçais un peu ces questions tout à l'heure. J'ai vraiment l'impression d'un jeu de miroir entre ce qui se passe dans le rêve et à quel point ça peut nous transformer dans la réalité. Il y a une forme d'honnêteté incroyable dans le rêve qui est, tout ce qui va être présent à l'intérieur de nous va se refléter, se matérialiser. Si on se dit « j'ai peur », et ben du coup la peur va prendre une forme face de nous, un peu comme dans Harry Potter avec je ne sais pas quel sort ou l'armoire magique. Ou si on se dit voilà, ce fauteuil va se transformer en trône ou en lit. Enfin, juste le fait d'y penser, à peine d'effleurer la pensée, ça se met en place. Vous voyez de quoi je parle? Et ce truc-là et je pense que son état émotionnel, suivant comment on se sent à un moment donné, ça va vraiment prendre forme tout de suite en face de soi, qu'on se sente bien, qu'on se sente heureux, joyeux. Enfin, tout prend forme. Le rêve aussi est tellement malléable qu'il y a une forme d'acceptation à avoir, se dire s'il y a quelque chose qui est pas chouette en face de moi, je sens me dire qu'il va falloir tout accepter, se dire enfin quoi qu'il se passe, si on n'a pas la maîtrise, de se dire je casse tout avec des grenades et des sabres magiques et tout ça, on va se dire s'il y a quelqu'un qui se présente à nous avec lequel on n'est pas à l'aise, c'est bien d'être à l'aise avec et j'ai l'impression qu'il y a une vertu un peu thérapeutique parce qu'on va se traverser quelque chose qui sera utile dans la vraie vie, je crois, une forme d'acceptation qui doit être présente dans la vie autour de nous. Ça me fait penser dans les autres techniques de rêve lucide qui fonctionnent assez bien. Tu parlais du matin, ou en tout cas de moments où on est un peu entre les deux. Réveillé, pas réveillé, ça peut être après une sieste aussi. Un truc qui peut aider, c'est de comprendre qu'en fait, il y a notre corps physique et notre corps imaginaire, et que ces deux choses-là, elles ont tendance à coupler. Elles sont à peu près au même endroit, au même moment. C'est des choses qu'on utilise beaucoup, ça, en hypnose. Le corps imaginaire, c'est la représentation que mon cerveau fait de mon corps, et puis le corps physique, c'est le corps physique. Quand je me touche, je me sens, donc je sens mon corps physique, mais en fait, ce que j'oublie, c'est que c'est aussi mon corps imaginaire que je sens. C'est pour ça que, par exemple, si j'imagine, je sais pas, quelque chose, un goût, je peux vraiment le sentir. Si vraiment, dans le cas de la douleur, par exemple, quand quelqu'un a une douleur, c'est aussi bien le corps physique que le corps imaginaire qui réagit. Et c'est ce qui fait que l'hypnose fonctionne, c'est qu'on arrive à découpler corps imaginaire et corps physique. Donc si j'emmène mon corps imaginaire sur une plage au loin, et que j'ai une opération, eh bien, je vais pas sentir la douleur du bistouri qui est en train de... Donc, c'est ce qui se passe dans l'anesthésie hypnotique. Mais c'est aussi intéressant dans le rêve lucide, cette technique-là. Donc, imaginons, je suis allongé sur le dos, je suis à la limite du sommeil, et je vais essayer de découpler mon corps imaginaire et mon corps physique. On me l'avait expliqué avec une technique que je trouvais assez jolie, c'était de m'imaginer que mon corps imaginaire se retournait, tandis que mon corps physique ne bougeait pas. Et du coup, c'était un type qui faisait beaucoup de rêve lucide qui utilisait ça. Donc, t'es dans ton lit, t'imagines que tu te retournes, donc avec ton corps imaginaire. Après, il disait, une fois que tu t'es retourné, tu te lèves. Donc, t'appuies avec tes mains imaginaires pour redresser ton corps et tu sors du lit. Et en fait, c'est une technique qui est assez troublante, qui fonctionne assez bien et qui a un avantage, c'est que tu te retrouves là où tu es en rêve. C'est-à-dire qu'en gros, tu travailles dans ta chambre, quoi, si t'es en train de dormir dans ta chambre en faisant ça.
T'as une superposition du réel et de l'imaginaire, et ça donne des sensations très étranges, parce que t'as l'impression de sortir de ton corps. Voilà, c'est une technique que j'aime bien de temps en temps, dans ces moments un petit peu d'entre-deux. Super. Et c'est un bon exercice mental, parce que il axe plus sur le ressenti que sur la visualisation. On pense souvent aux images dans le rêve, qui sont parfois fascinantes parce que très très précises, mais on oublie qu'un des sens qui est hyper présent dans le rêve, c'est le sens du kinesthésique, le sens du corps, et que créer un mouvement imaginaire, ça active le rêve aussi. Oui, c'est aussi une technique de shifting où on imagine une échelle et qu'on va grimper cette Ouais. échelle comme si on accédait ensuite à un espace intermédiaire qui est un peu stable avant de basculer dans un rêve lucide. C'est aussi en utilisant le corps imaginaire comme ça. Est-ce que ça t'évoque d'autres idées, ça ? Il y a des personnes qui vont mettre un réveil dans la nuit après 5 ou 6 heures de sommeil. Faut bien viser, donc c'est pas le snooze, mais c'est dire il y a une phase dans laquelle il y a potentiellement plus de phases REM paradoxales. Mettre un réveil là-dedans, de se réveiller vraiment, sortir de son lit pendant une bonne demi-heure ou une heure, ou une demi-heure, je crois que c'est un bon timing. Ce serait Après, d'aller se combien de recoucher, temps après l'endormissement ? À peu près 5-6 heures après l'endormissement. Donc il faut bien viser ça. On trouve des petits schémas, je pense, assez facilement, où ça montre comment il y a l'évolution des temps de sommeil paradoxal au fur et à mesure de la nuit, pour prendre conscience à quel point il y a très peu de sommeil paradoxal sur les premières heures et beaucoup sur les dernières heures. Je trouve que c'est intéressant de visualiser ça pour comprendre. x5, x6, ça passe de des phases de 10 minutes à parfois jusqu'à 1 heure en fait, de phase. Il me semble, il faudrait vraiment revérifier, mais c'est flagrant. On parlait tout à l'heure en off de Oura Ring et des outils de biofeedback. Avec les mouvements oculaires, non? Non, c'est tu sais, c'est une bague que tu mets et qui te permet d'avoir tes cycles et de les réaliser en fait. Parce que ça peut être très personnel aussi. On dort, par exemple, c'est bien, il faut avoir entre 1h35 et 2h30 de sommeil profond idéalement pour bien se réparer. Donc, ça permet de suivre tous ces cycles et de les comprendre un peu mieux. Il y a aussi Whoop, un bracelet qui permet d'avoir une application. Je sais pas si les Apple Watch et tout ça, ça permet de faire ça aussi. J'en ai pas, mais je crois que ça le permet. Et puis tu as des applications comme, je l'utilise, j'avais à un moment donné des Sleep Cycle. Le téléphone, tu peux le poser sur ton lit et puis ça peut mesurer par les sons que tu émets, avec le bruit de la respiration, ça estime. Il y avait ça, alors c'était sur les gens qui testent avec la Dream Machine et qui, pour les phases de sommeil, pour améliorer le sommeil. Parce qu'on avait des gens qui avaient partagé des captures d'écran de leur appareil, donc je sais pas si c'est le genre d'application qui montrait les augmentations de leur sommeil profond, des choses comme ça. C'était, je sais pas quelle application ils utilisaient. Je sais pas, je pense que en tout cas, ça se mesure. Ouais, ça se mesure bien. Une technique qui marche bien aussi, c'est lorsqu'on s'endort, de se forcer à rester réveillé, mais seulement mentalement. C'est assez étrange, c'est pas facile, mais quand ça marche très bien. Alors, c'est pas ça qui t'amène aux paralysies du sommeil ? Potentiellement. Enfin, moi, je connais bien le phénomène parce que je le vis régulièrement, les paralysies du sommeil. C'est aussi... c'est pas très cool au début. Non, c'est pas très agréable. Peut-être en parler, parce que ceux qui vont essayer de faire du rêve lucide, ils vont sans doute en vivre. C'est peut-être bien d'en parler quand même. Paralysie du sommeil. Ouais, t'as déjà vécu ça ? Ouais, ça m'est arrivé, ça m'a fait un peu peur. Ouais, pareil, la première fois quand t'es pas prévenu. Je trouve que ça peut valoir le coup d'en se matérialiser de plusieurs manières, non ? On peut avoir l'impression de chuter aussi, non ? Non, c'est pas exactement la même chose. Alors moi, je le vis vraiment beaucoup de fois. Ça m'arrive parce que j'ai un sommeil qui est un peu déréglé. Alors quand il est très déréglé comme en ce moment, ça m'arrive au moins 2-3 fois dans le mois en fait, d'avoir des paralysies du sommeil. J'ai souvent ça quand je dors assis. En fait, je m'étais beaucoup entraîné au rêve lucide assis, parce que pour moi, c'était comme une manière de dire là, c'est du rêve lucide ou là, c'est du sommeil. Encore une fois dans l'entre-deux. Ouais. Et j'ai gardé un peu un ancrage de ça, ce qui fait que dans les trains, je fais souvent des rêves lucides, mais aussi des paralysies du sommeil. ce qui est assez particulier. C'est parce ma que station. Oui, ça m'arrive de me réveiller en sursaut. Ah non, mais alors ça m'arrive une fois, c'est terrible. Paralysie du sommeil, c'est un état physiologique. Alors, je pense que on l'a tous remarqué, on n'est pas somnambule parce qu'il y a une fonction cérébrale qui nous empêche de bouger pendant le sommeil. Donc on va pouvoir avoir des mouvements un peu régulateurs, genre se retourner et tout ça, mais ça permet quand même, par exemple, si on rêve qu'on court, de pas vraiment courir. Et les somnambules ont une dérégulation de ça, justement. Il y a un côté figé du corps. Et quand on est dans ces phases de sommeil et qu'on prend conscience, il arrive qu'on arrive dans une zone un peu bizarre, où on n'est pas dans du vrai sommeil classique, on n'est pas dans un rêve en tout cas, on a conscience d'être là où on a conscience de la localisation de notre corps, mais on peut pas bouger. Et donc, alors déjà, ça peut être un peu flippant la première fois, parce que c'est vraiment vécu comme une paralysie. Souvent, les gens ont même du mal à respirer. Moi, je sais que c'est comme ça que je le vis. Je crois que c'est pas tout le monde. Je sais pas si vous l'avez vécu comme ça. Donc, une pression sur la cage thoracique qui peut être assez bizarre, et l'impression presque d'étouffer, parce qu'on n'arrive pas à respirer. Donc, ça dure pas longtemps, hein, mais c'est vrai qu'il y a un moment, les premières fois qu'on vit ça, c'est assez particulier. Et souvent, le réflexe, c'est de forcer sur le corps, et ce qui fait qu'on peut avoir un mouvement très fort quand on sort de la paralysie du sommeil. Donc dans un train, ça m'est arrivé d'avoir des regards un peu bizarres quand ça m'arrive. Et en même temps, c'est un état naturel qui est pas dangereux du tout, mais voilà, il faut savoir que ça peut arriver, quoi.
Et c'est Et très c'est parfois anxiogène. associé à des entités aussi. Dans l'imaginaire, dans notre histoire, il y a eu même des peintures qui représentaient Ouais, ça. beaucoup de peintures. Avec Ouais. Ouais. des points sur Mhm. la poitrine, avec... Des représentations de djinns ou De démons d'autres sur la démons poitrine. qui sont effectivement sur Et la ça, poitrine ou à côté. Il y a une des clés Ou pour les juste personnes au-dessus, qui- ça peut être aussi un visage qui se met juste au-dessus de ton visage. C'est la version la plus terrible. pas vécu je ça, crois, mais j'ai déjà celle-là. lu ça pas mal de Moi, fois. j'ai déjà Ouais. vécu ça. Je vous raconte Ouais, une c'est- histoire qui est assez terrible. Je la partage volontiers si vous voulez, mais pendant longtemps, je ne vais pas trop en parler parce que du coup, même moi, ça me met dans un état pas très bien. Mais pour la plupart des personnes, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que si vous sentez que votre corps ne réagit plus quand vous voulez le bouger, que ça respire sans que ce soit vous qui commandiez la respiration, en disant tiens, ça respire un peu tout seul, très lentement, je veux bouger, je ouvre les yeux, je n'y arrive pas. Des fois, ça peut être un peu confus avec des hallucinations hypnagogiques. On a l'impression de voir, mais on ne voit pas vraiment. Dans une paralysie du sommeil. Donc ça cesse. Le seul truc à faire, c'est rester calme. Ou sinon, c'est de bouger une seule partie du corps. Souvent, dans les doigts, ça marche bien. C'est de trouver un petit truc à faire. Et puis, une fois qu'on arrive à bouger un tout petit peu, tout le reste du mécanisme se met en route de nouveau. Mais c'est d'avoir, en gros, la définition, c'est le corps endormi, l'esprit qui est réveillé. Et ce petit décalage comme ça entre les deux est pas toujours agréable et anxiogène parce qu'on va se bloquer. Et le problème, c'est que, comme on le disait, le rêve va être un peu le reflet de ce qui se passe au fond de nous. Si on est un peu anxieux, et du coup, il y a un cercle vicieux, ça va s'empirer. Donc, ça veut dire que la matérialisation de ce qu'on craint va se mettre en place sous une forme hallucinée. C'est généralement pas très chouette. L'histoire, c'est ça. Alors, Bonne annonce. J'étais étudiant infirmier. Je sais pas si je faisais des nuits. Enfin, j'avais une vie un peu mouvementée. Je sortais beaucoup. Et puis, pour le coup, j'avais pas un sommeil très régulier. Et j'ai toujours su que dans mes phases de vie dans lesquelles mon sommeil n'était pas très bien régulé, j'avais ces moments-là de paralysie du sommeil. Et ça m'arrive depuis que je suis ado, en fait. Et avec plein d'expériences assez étranges qui peuvent faire face à ça. Il y a toujours cet endroit où c'est un peu le sas avec plein d'expériences oniriques qui peuvent arriver. Et je vivais en colocation dans une vieille maison, mais vraiment une très vieille maison qui avait vraisemblablement, avant qu'on puisse y aller, avec des amis, des personnes âgées qui y vivaient. Parce que lorsqu'on est emménagé, le loyer est vraiment pas très très cher. Il y avait un promoteur immobilier qui mettait en location avant de construire un immeuble, donc on avait une bonne année avec un loyer dérisoire, mais pour une maison qui était vraiment pas en bon état. Et dans l'appartement, on voyait très bien qu'un couple de personnes âgées avait vécu là-dedans, parce qu'il y avait plein de traces d'aménagement un peu partout. Il y avait des restes de médication dans la chambre dans laquelle je vivais, qui étaient liés à des personnes âgées. Infirmier, je voyais bien les médicaments. Donc, tout laissait croire que des personnes avaient terminé leur vie là-dedans à un moment donné. Ou en tout cas, c'est l'idée que j'avais. Et du coup, régulièrement, dans ma chambre, le soir, je vivais cette paralysie du sommeil. Et du coup, hyper anxieux, j'arrive pas à bouger, ça respire tout seul, oh mince, ça recommence. Et là, j'entendais parler. J'entendais parler une femme âgée. Et je voyais son visage parfois qui se mettait juste à côté de moi, qui se mettait devant moi. Et dans ces moments-là, tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire, et tu entends « sors de chez moi ». Et des choses qui étaient terribles comme ça, et je me sentais plus à ma place, et j'en paniquais. Et du coup, j'étais bloqué là-dedans, avec ce que je voyais être une femme, et entendais, qui était sur moi, qui me faisait bouger, qui me touchait, pour me dire « sors de chez moi ». Mais comme on pourrait vraiment te toucher, je peux détailler le visage si vous voulez, je l'ai encore en mémoire. Et ça m'est arrivé de nombreuses fois, sur quelques nuits de suite, et puis à paniquer, à ne plus vouloir m'endormir. Mais plus ça devenait présent, plus ça arrivait. Et jusqu'au point où je crois qu'une fois, je suis sorti par la fenêtre, j'étais vraiment tellement en panique que je n'osais même plus passer dans la maison. Je suis sorti par la fenêtre, je dormais dans la voiture, et ça, je ne savais pas quoi faire d'autre. Pour le coup, maintenant, avec du recul, je sais mieux comprendre ce que c'était, mais vraiment avoir une peur bleue. Et c'est vraisemblablement, alors des personnes pourraient dire non, t'as vraiment vu la défunte ou je ne sais quoi. Ce qui me paraît le plus plausible aujourd'hui, c'est des hallucinations hypnagogiques, c'est dans ce genre d'état de paralysie du sommeil. Vraiment, ce qui est matérialisé à l'intérieur, mes craintes les plus profondes refont surface, mais en 5 dimensions, quoi, avec tous les sens bien présents. Et donc, j'ai mis longtemps à m'en dépatouiller de la peur de ce genre d'état après ça. Jusqu'au moment où il y a une forme d'acceptation la plus totale dans « ok, je vais vivre ça, quoi qu'il se passe ». Pour moi, ça a une vraie incidence marquante dans mon quotidien réalité, le fait d'accepter les différentes situations, plus comme la vie est un jeu, bien, pas bien, on ne sait jamais trop, et je pense qu'on accepte un peu plus les choses une fois qu'on sait les accepter dans le sommeil. Ça arrivait à quel moment de la nuit, ça ?
Tout le temps. Beaucoup à l'endormissement, parce que dans les phases dans lesquelles on dort pas beaucoup, enfin, pour moi, quand je suis un peu en manque de sommeil, je sais que je vais tout de suite tomber très vite dans un sommeil profond, mais pour peu qu'il y ait des excitants avant, comme du café, ben, le corps s'endort un peu plus vite que l'esprit. Et donc, dans ces moments-là, pour moi, je sais que j'ai les paralyses du sommeil dès l'endormissement, parce que le corps tombe d'un seul coup, l'esprit est encore alerte, et il y a ce petit blocage qui se crée. Bon, je sais pas si c'était intéressant ou non, pour moi, c'est une expérience très marquante. Ouais, c'est vrai. Et voilà, si j'ai un conseil à donner à des personnes qui vivent ce genre d'état, c'est vraiment de rester serein, de se dire que c'est OK. Oui, je pense En fait, que ça dure 2-3 secondes en général. Hein, sauf même très rapide. comme on est encore dans cet état du rêve, quelquefois là, il y a une distorsion du temps. Mais c'est vraiment des petits passages. Par contre, en effet, ouais, c'est assez particulier. Et ça fait sursauter. Quoi. Ouais. Je me rappelle d'une fois, c'est pareil, j'avais eu une conversation avec un ami. Et ça a été voilà, c'était une personne qui faisait un peu de projection. Et ce soir-là, elle avait projeté quelque chose qui parlait un petit peu avec mon inconscient. On avait fait une méditation ensemble et elle m'avait dit qu'elle avait perçu en moi quelque chose d'un peu diabolique, tu vois. Et c'était un moment où j'étais dans des pratiques et tout, et j'étais pas forcément toujours à l'aise avec le fait de rencontrer mes parts d'ombre, tu vois. C'est pas forcément toujours très confortable. Et j'avais comme cette peur qu'il y ait effectivement en moi quelque chose de diabolique avec lequel je puisse pas forcément gérer. Et c'est vrai que cette projection qu'elle a faite a eu un effet assez fort en termes d'autosuggestion. Et ça m'a beaucoup travaillé. Je suis rentré chez moi. Je trouvais même ça pas très sympa, en fait, finalement, d'avoir utilisé ce dialogue pour communiquer après une méditation, parce que quelque part, on s'ouvre aussi. Oui. Donc, c'était une projection qui m'a mis un peu mal à l'aise, pour ne pas dire beaucoup. Et donc, je me retrouve dans mon lit, un peu perturbé, et je m'endors. Et d'un seul coup, j'ai eu l'impression d'avoir cette image démoniaque qui s'est matérialisée à travers un regard assez rouge vif, comme un dragon, quelque part. Dans ton rêve, Oui, c'est ça. Au moment de m'endormir, j'ai comme l'impression d'être observé par des yeux de feu et de tomber. Une chute saisissante de quelques mètres, je pense 3 à 4 mètres, comme si j'étais tombé dans mon propre corps, tu vois. Donc c'était au moment de l'endormissement, et d'un coup, associé avec le son de la chute, le bourdonnement lié au transfert de réalité, ça a été, et même la sensation physique d'être tombé sur quelque chose d'assez dur, ça a été une expérience particulière aussi. C'est marrant comme il y a une perméabilité entre rêve et réalité. J'ai l'impression que dans notre culture, on a érigé des barrières en fait pour pas que ça arrive trop souvent. Du coup, on se coupe peut-être un peu de cette possibilité. Et donc forcément, quand on la redécouvre, il y a des aspects qui sont un peu complexes, un peu parfois effrayants ou des choses comme ça. Si on persévère un peu derrière ça, en fait, j'ai l'impression que c'est au contraire, c'est vraiment très riche d'apprentissage. Une technique qui est intéressante dans Rêve lucide, c'est moi que je mêle pour le coup un petit peu à l'hypnose, on pourrait dire, mais c'est de personnifier mon propre inconscient. Et c'est devenu un personnage qui a une bonne tête de gentil sage. Et l'idée, c'est que je vais le rencontrer de temps en temps pour lui demander qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui se passe pour lui. Et c'est un personnage qui a son caractère, donc c'est assez chouette quelquefois. Je l'ai imaginé comme étant très transparent, très franc. Donc il peut me dire des choses quelquefois un peu dures. Il peut aussi me dire des choses parfois très belles, mais ça dépend vraiment. En tout cas, je pense que les premières fois en faisant ça, j'avais toujours peur qu'ils me disent des choses quelquefois qui n'étaient pas sympas. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que ça a été le cas, ça m'a fait quand même beaucoup avancer. Et que du coup, quand tout va bien, je suis content. Mais quand il me dit un truc important, maintenant, c'est plus de la peur, c'est plutôt du bon, ok, qu'est-ce que j'en fais ? Comme s'il y avait un truc qui s'était transformé à ce niveau-là. Et tu parlais de part d'ombre. En fait, c'est un bel espace pour travailler sur ces parts d'ombre, je trouve, le rêve. Parce que je trouve c'est un peu à la mode en ce moment, le travail sur les parts d'ombre. Et en fait, très souvent, quand on se les représente consciemment, on s'arrange un peu avec le réel, je trouve. Alors que dans le rêve, on peut pas trop se mentir, on peut pas se cacher. Ce qui nous vient peut être parfois dur, parfois confrontant, mais c'est vrai, par contre. C'est pas un arrangement avec soi-même, une négociation avec soi-même. Ça, je l'ai beaucoup fait après mon stage sur les plantes poison. Parce que, tu sais, on avait étudié la belladone, la jusquiame, la mandragore, etc., ouais. toutes ces plantes sorcières. Et quand on est reparti, les personnes qui ont organisé le stage nous avaient préparé des petits onguents. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire des onguents de vol, pourquoi les sorcières ont des balais, elles volent, etc. Vous connaissez un peu ce truc-là ? Non, pas du tout. Alors moi, je connais une histoire, mais je ne sais pas si c'est la même. C'est que ça a rapport avec le balai, la sexualité et la datura.
Il y a quelque chose de lié. Alors, c'est pas forcément la datura. Ok. Il peut y avoir, comme je te dis, il y a plusieurs plantes. Mais effectivement, en fait, les sorcières utilisaient certaines plantes. Ce qu'on appelle les sorcières, mais c'était des druides femmes, en fait. La sorcière, c'est une connotation assez négative, mais c'est pas forcément ça dans l'essence. C'est juste que ça a été beaucoup diabolisé. On utilisait la mandragore, la belladone, la datura et la jusquiame noire, qui sont donc des plantes assez toxiques, mais qui, utilisées avec des quantités raisonnables, permettent d'entrer dans des états altérés de conscience. Et en l'occurrence, l'onguent de vol, c'est comme une sorte de crème, un peu de graisse, dans laquelle on va mélanger une toute petite quantité de mandragore, de belladone, de jusquiame ou de datura, ou certaines combinaisons ensemble. Et ça permet, lorsqu'elle est appliquée avant le sommeil, de travailler sur les rêves, un petit peu justement ces rêves un peu ténébreux, et de faire face à ces parts d'ombre dans les rêves. Et donc à la fin de ce stage, chacun avait sa petite fiole d'onguent de vol, et j'ai pu pratiquer assez longtemps. Donc en fait, c'est assez simple, hein. Par capillarité, tu peux faire pénétrer les substances avant de t'endormir. Donc c'est juste comme une petite crème que tu vas mettre ici, au niveau des coudes, ou alors au niveau des tempes, par exemple. Et pendant le rêve, ça va induire des rêves un peu ténébreux. Donc déjà, ça facilite l'endormissement, puisqu'il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre du sédatif naturel. Et ensuite, ça va réveiller des parts d'ombre inconscientes et tu vas vivre des rêves qui sont... On n'est pas dans du cauchemar, mais disons qu'on est dans des rêves qui sont un peu éprouvants et qui t'obligent à voir des parties de toi que tu n'as pas forcément envie de voir. Et là, pour le coup, il n'y a pas de possibilité de négocier, hein. C'est-à-dire que tu es directement mis face à la réalité de tes ombres. C'est marrant, mais est-ce que c'est des produits que tu peux te procurer quelque part, ça? Alors là, pour le coup, il y avait quelque chose de très artisanal, puisque ces personnes fabriquaient elles-mêmes avec des plantes qu'elles avaient cueillies dans leur propre... Alors c'est marrant parce qu'ils avaient un potager classique et un potager poison, où il faut pas mélanger. Ou alors il faut faire Ou alors il faut faire attention parce que c'est-à-dire tu peux pas planter une datura trop proche de tes tomates ou des choses comme ça, hein, parce que c'est quand même des neurotoxiques et les dosages sont importants. Il y a aussi pas mal de... il faut faire attention parce que la molécule n'est pas forcément présente de manière homogène dans toutes les plantes. Et donc, parfois, on peut avoir l'habitude de travailler avec certaines plantes et être un peu surpris par les dosages aussi. Donc, voilà, ça reste quand même quelque chose que j'invite pas tout le monde à faire. Et même s'il y a une volonté de se procurer, au moins de bien se renseigner sur comment c'est fait. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on peut cultiver. Donc, quatre plantes principales, la mandragore, la belladone, la datura et la jusquiame noire. D'ailleurs, il y a Sainte-Anne Hildegarde qui en parle dans beaucoup de livres. Mandragore, c'est une plante qui est très connue. Belladone aussi. D'accord. Et juste parce que je suis curieux de ça, c'est un domaine que je connais moins, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans cette tradition encore aujourd'hui en France? Je sais qu'il y a des mouvements de druides, un peu druidiques, où il y a des connaissances qui sont transmises un peu de bouche à oreille. Je sais aussi qu'il y a tout un mouvement un peu... dont je pense qu'il faut se méfier, puisque tu sais que maintenant il y a des trends à TikTok ou sur les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de gens qui parlent de sorcellerie, de machin. Et donc du coup, il y a peut-être des informations qui sont diffusées qui ne sont pas forcément correctes. Mais oui, effectivement, il y a encore un héritage un peu druidique chez nous et des personnes qui sont bien éduquées, des herborites notamment, qui ont des connaissances et qui peuvent utiliser ces substances. Alors pour revenir sur l'onguent de vol, l'histoire du balai, c'est ça, c'était qu'en fait... puisqu'on ne peut faire pénétrer les molécules que par capillarité, donc c'est-à-dire par des endroits où la peau est très fine, il y a plusieurs endroits stratégiques. Donc voilà, les zones érogènes sexuelles, entre autres, font partie des endroits où la molécule pénètre le plus rapidement. Donc pour les femmes, cette histoire de l'association la sorcière, le balai qui est un objet phallique, les plantes... tout ça, ça a créé le fameux mythe des sorcières. Et comme effectivement, on rentre assez rapidement dans un état planant, c'est comme ça qu'on a introduit cette image de la sorcière qui vole sur son balai. Avec l'état extatique, orgasmique, plus la masturbation qui amène le... Exactement, il y a un jeu. Puis il y a une connotation sexuée dans le sens où ces plantes ont une polarité. Alors, c'est pas forcément le cas de la mandragore, puisqu'on dit que la mandragore, elle peut être à la fois masculine et féminine. Mais la belladone, c'est quand même une plante plutôt féminine. La jusquiame noire, si je ne fais pas d'erreur, c'est aussi associé à des entités féminines. Donc, souvent dans les psychotropes, il y a des polarités masculines-féminines. Soit on retrouve les deux, soit c'est une plante plutôt féminine, comme par exemple l'ayahuasca, ou plutôt masculine, comme par exemple le peyote, tu vois. Donc c'est des polarités qui sont très différentes. Et en l'occurrence, voilà, dans notre mythologie. Ensuite, on a diabolisé les sorcières. Il y a eu toute la chasse aux sorcières dans les années 1500, 1530, où ça a commencé à être assez terrible. Pareil, ça pourrait être une superbe histoire si quelqu'un réécrivait l'histoire.
avec que serait devenue la société si les sorcières avaient pris plus de place. Mais c'est Et les fascinant. druides étaient présents et qu'on allait régulièrement consulter un druide au coin de la rue à Paris. Mais ça a fait partie de notre arrondissement. histoire pendant des siècles et des siècles. Tu sais, si on revient, il y avait Hannibal Barca, si je ne me trompe pas, qui était un là, on est plutôt dans le moins 200, 260 avant Jésus-Christ, si je ne fais pas d'erreur. Et en fait, c'était un grand général, un grand militaire. Et tu sais que la mandragore, par exemple, elle est très présente au niveau de la Méditerranée. On parlait tout à l'heure du Vaucluse et de la zone d'Avignon, tout ça. On retrouve de la mandragore par là-bas. Ok. Et en fait, c'était une plante qui, lorsqu'elle est consommée en grande quantité, ça te fait délirer, quoi. Tu rentres dans des... C'est pour ça qu'il y a toutes ces histoires. D'ailleurs, c'est fascinant parce que, en fait, le simple fait de toucher la racine, par capillarité, fait pénétrer la molécule dans le sang. Donc, il y a toute cette histoire qu'on retrouve dans Harry Potter où quand tu attrapes la mandragore et que tu la sors, elle crie, elle hurle. Tu vois, tu te rappelles de cette scène dans Harry Potter où les mandragores, elles sont là, en train de crier, etc. C'est des petits gnomes qui sont Voilà, les et donc ça racines va de la si loin qu'en fait, il y a tout un ensemble de mythes qui dit que quand tu prends la mandragore et que tu l'extrais toi-même, il y a un danger, tu peux mourir du fait d'avoir attrapé la mandragore. Et donc, il y a des rituels où on attachait un chien à la racine et on faisait partir le chien pour qu'il déracine la plante en disant que voilà, c'était le chien qui allait prendre le sort sur lui. Donc, tu vois, toutes ces croyances qui étaient liées à l'extraction de ces plantes. Et Génial. donc, la mandragore a été utilisée par ce général de manière militaire. Donc, c'est un général qui était connu comme étant un fin politicien et un grand stratège. Et en fait, il a feinté un départ un peu précipité des camps. Et tu vois, il y avait donc des affrontements entre différentes armées. Ils ont feinté un départ précipité en laissant des grands tonneaux de vin dans lesquels ils ont laissé macérer de la mandragore. Et donc, ils sont revenus quelques heures plus tard, le temps que les militaires sont arrivés. Ils ont consommé le vin, évidemment, et ils sont rentrés dans une espèce de délire stupéfiant, ce qui a permis à ce général de gagner cette bataille. Donc, en fait, c'est ça pour dire que ça fait très longtemps qu'on connaît ces plantes, ça fait très longtemps qu'elles sont utilisées, et elles font partie de notre culture. Alors, c'est vrai que avec la religion et l'Église a beaucoup condamné ça. Donc à partir de 1530, ça a été la chasse aux sorcières et depuis c'est sorti de notre existence comme si ça n'avait jamais existé. Et aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils voient un champignon rouge avec des taches blanches, ils ont l'impression que c'est juste toxique, faut surtout pas y toucher. Alors qu'en fait, déjà avant d'en mourir, il faut quand même y aller un petit peu. Il y a quand même une marge de progression. Effectivement, ça peut avoir des effets neurotoxiques, mais c'est une molécule qui, prise avec des quantités mesurées, permet aussi d'avoir des effets intéressants, notamment sur la concentration, etc. Et donc, c'est des plantes qui, à certains moments, ont aussi un effet sur toute la dimension inconsciente, les parts d'ombre. Et ça permet aussi de guérir. Elles ont des vertus très intéressantes, ces plantes. Aujourd'hui, elles sont juste interdites et fortement déconseillées à l'usage. Elles sont interdites ? Je ne savais pas que c'était... Alors, je ne sais pas si elles sont toutes interdites, mais en tout cas, il y a des gros points de vigilance. Comme quand on dit il y a des champignons pas comestibles. Oui, c'est ça. On ne peut pas contrôler ce qui se passe dans mais la par nature exemple, parce que ça pousse dans les champs, par exemple, comme la sauge, on ne peut pas contrôler non plus ça. Exactement. Par exemple, l'armoise, qui fait partie aussi de ces plantes, qui n'est pas un neurotoxique pour le coup, mais qui peut être considérée comme une plante des rêves, qui lorsqu'elle est prise en décoction ou fumée peut permettre de stimuler les rêves lucides. Elle est interdite. C'est interdit. Tu ne peux pas la vendre, la commercialiser. Un herboriste n'a pas le droit de vendre de l'armoise. Pour une raison particulière ? Parce qu'il y a un danger. Alors ça mériterait de regarder un petit peu les détails sur ça. Au contraire, l'armoise peut avoir un effet anticancérigène sur certaines tumeurs, etc. En tout cas, c'est la molécule active de l'armoise, c'est pas l'artémisia, c'est... Je sais plus le nom de la molécule, mais ça peut avoir un effet intéressant aussi d'un point de vue thérapeutique. Notamment, il y a certains médicaments qui sont légaux aux États-Unis, qui sont à base d'armoise. En France, non. Et d'ailleurs, ça a été, on en a parlé un petit peu pendant le Covid, parce qu'il y a certaines personnes qui se passaient un peu sous le chapeau de l'armoise, parce qu'il s'est avéré qu'elle avait des vertus intéressantes pour soigner la grippe. Je ne savais pas que c'était interdit, ces substances-là. Alors là, il faudrait vérifier. Je ne sais pas si tout ce que j'ai dit sur... je ne sais pas si la belladone, la datura, la mandragore, tout ça, on peut dire que c'est interdit, je ne crois pas. Je crois que c'est juste, comme tu dis, c'est juste des points de vigilance. On dit que c'est toxique. Faut faire attention, quoi. C'est pas interdit de trouver de la manite de mouche, par exemple. C'est fortement déconseillé de la consommer, par exemple. Sauf à vouloir rencontrer des schtroumpfs. C'est des schtroumpfs diaboliques, là, dans ce cas-là. Gargamel.
Pour C'est revenir vrai qu'on s'est privé aux traditions avec le rêve, donc c'est vrai qu'il y a des plantes qui favorisent le rêve lucide, enfin le rêve déjà et le rêve lucide. On a vu qu'il y avait des techniques pour favoriser le rêve lucide. On a vu qu'on pouvait faire des choses dans ce rêve-là. Si quelqu'un voulait s'entraîner à ça, quel conseil on pourrait donner? Alors, je ne sais pas si peut-être en rassemblant ce qu'on s'est dit ou peut-être en parlant un petit peu de nos aventures personnelles. Il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est de la... Alors je ne sais pas si ça correspond à ce que tu veux nous amener à dire. On n'a pas parlé du fait que c'est important d'avoir une bonne qualité de sommeil aussi. Oui. Donc quelque part, il y a peut-être aussi des choses avant même d'aller vers le rêve, pour préparer, améliorer son sommeil, ça peut être aussi des plans de réflexion. Et parfois non, en fait, étonnamment. Oui. Ouais, une technique qui marche bien, pour moi par exemple, c'est la sieste. Un peu comme toi dans le train, mais c'est des moments de la journée dans lesquels tu n'es pas vraiment censé dormir, et avec même un bon café avant, tu vois, tu prends un gros café, tu vas dormir tout de suite, une sieste de 20 minutes qui est programmée. Je sais que j'ai une probabilité beaucoup plus forte de faire des rêves lucides dans ces moments-là, ou dans les moments dans lesquels le sommeil est chaotique, de mon côté. Mais alors, ce sera des rêves lucides plutôt au début de nuit, plutôt qu'en fin de nuit. En fait, j'ai un souvenir qui remonte assez récent de rêve lucide dans un train de nuit. Tu parles de chaotique, le fait que ça bouge, tu sais, dans le train. Ouais, fait qu'en fait, j'ai fait plein de rêves lucides. C'était assez... pour le coup, j'étais très fatigué le lendemain. C'était pas un sommeil de qualité. Mais parfois, les gens se demandent, est-ce que faire du rêve lucide nuirait à la qualité du sommeil? Et en fait, non, parce que si tu dors dans des bonnes conditions, même si tu fais 2-3 rêves lucides dans la nuit, ce qui est déjà bien, en fait, sur la quantité de rêves qu'on fait dans une nuit, ça reste une toute petite fraction. Et j'ai jamais ressenti que ça a perturbé la qualité du sommeil de faire ça. Donc tu dis bien dormir, c'est pas forcément... Par exemple, je dirais connaître son sommeil, plutôt. Okay. Savoir comment on fonctionne. Ça me paraît très pertinent. Qu'est-ce qu'on s'est dit encore depuis le début? Mais il y avait comme un triptyque. Il y avait le fait déjà d'avoir une intention, de commencer... Alors, oui, le fait d'avoir une intention, de commencer à créer de la fascination pour le rêve. Je rebondis juste sur une chose, sur ce que tu dis, parce que je trouve que c'est intéressant. C'est un truc qui m'avait pas mal aidé aussi. C'était de noter ce qu'on appelle les creux ultradiens dans une journée. On a des cycles d'1h30 à peu près, qui sont, que ce soit pendant la nuit ou pendant le jour, en fait, on a ces cycles d'1h30 avec des phases de creux et des phases de plein. Ces creux, donc toutes les heures et demie, ça dure une vingtaine de minutes, et ça correspond à nos petits coups de barre. Okay. Et en fait, comme c'est assez régulier dans le corps, c'est intéressant de les noter. Donc par exemple, alors je dis pas après avoir mangé, si t'as un coup de barre, c'est pas forcément ça. Mais si à un moment donné, t'as des moments de creux, des moments de rêverie plus importants, c'est intéressant de noter les heures et de se rendre compte déjà que ça va être assez régulier. Et en fait, si on s'endort à ces moments-là, souvent on gagne du temps parce que c'est des moments où on va s'endormir assez facilement. Donc si par exemple t'as eu un creux, je sais pas moi, à 21h, tu sais qu'à plus 1h30, tu vas à nouveau avoir un petit creux, donc ça peut être des bons moments pour s'endormir, dans le côté connaissance du sommeil. Et on peut calculer aussi comme ça les moments où on peut un peu plus faire du rêve lucide. Donc ça peut être aussi vous donner une meilleure connaissance de ces cycles. Combien de cycles j'ai dans une nuit, combien de cycles j'ai dans une journée. Si je veux me faire une sieste, le faire sur un creux. Toute cette connaissance, je pense, de notre rapport au sommeil, elle peut nous aider aussi à mieux rentrer dans les rêves ou à mieux dormir. Super. On avait parlé donc du coup de l'intention, de créer une fascination pour le rêve. Comment faire l'attention? Là, j'ai envie de dire, on pourrait même donner une phrase clé. Par exemple, je conseillerais facilement à quelqu'un de juste se répéter très fortement, attends soi, mais en étant convaincu, je vais être lucide ce soir et je vais vivre une expérience qui va m'apporter beaucoup. Ou créer quelque part une phrase très claire, se le répéter un peu comme un mantra sera extrêmement utile, même sans savoir comment ça va résonner, juste en être vraiment convaincu, se le répéter. Beaucoup de répétitions. Oui. Ou je vais retrouver cet objet en rêve, je vais retrouver cet objet en rêve, je vais retrouver cet objet en rêve, avec un petit objet qu'on peut avoir dans la main, dans la poche, un truc comme ça. Est-ce que vous ajoutez une dimension émotionnelle à l'intention? Est-ce que c'est que mental? C'est mieux. Alors, j'ai l'impression que ça peut marcher sans, mais évidemment, dès que tu rajoutes de l'émotion, ça colle, quoi. Ça crée quelque chose qui est plus... Donc peut-être y mettre un désir dans ce rêve-là, enfin dans ce rêve-là, dans ce projet-là de faire un rêve lucide. Si c'est lié à un objet, peut-être que c'est un objet qui a peut-être une histoire pour nous. Évidemment, ça sera mieux que si je ramasse un caillou dans la rue et que ça devient mon objet que je vais retrouver dans le rêve. Donc ça peut être un objet qui appartient à quelqu'un, ça peut être un objet qui est lié à une histoire, qui est... oui, c'est forcément mieux, oui. Et une émotion positive aussi, je pense que c'est important. Si par exemple, je me dis, tiens, je vais faire un super rêve lucide, alors déjà, si c'est un peu abstrait que je connais pas, je pourrais me dire, mais j'en parlerai demain à Damien et Kevin, ça va être trop cool de leur en parler, on aura un point commun. Une communauté des rêves. On s'appelle à 6h et puis on se raconte nos rêves. Ouais, voilà, par exemple, et ça pourrait être un truc qui tend vers du positif parce que ça me crée une émotion positive, c'est mes amis, et je partage un truc avec eux.
Et demain, on partage tous les 3 nos rêves lucides. Et le Très carnet de vraiment. rêve, on avait évoqué. Carnet de rêve. Les dessins, le carnet de rêve, le fait de... Et pas s'attacher aussi au fait de ça ne marche pas, ça fait partie du process. C'est accepter. Oui, C'est dire que On fait pas toujours des rêves lucides aussi. La Avec fréquence, les elle Et est pas même expériences. des rare, rêves, hein, on se rappelle pas tous les matins, Mhm. on n'a pas des bonnes conditions. Si on se réveille avec un réveil, parfois c'est pas simple de se rappeler de ses rêves, je trouve. non. Un truc qui aide dans les astuces un peu technologiques, c'est les générateurs d'aube. Ah, je n'ai jamais Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Générateur. Ah oui, d'aube. Ah oui, En fait, au lieu de se réveiller, parce que nos réveils C'est de la sont. daube. Bah, au oui, petit bien sûr, déjeuner. ouais, la lumière joue important. En fait, il y a plusieurs aspects. C'est la lumière, effectivement, est un aspect important. La température aussi joue beaucoup. Ouais. Parce que le problème les gens qui se rappellent pas de leurs rêves, souvent, c'est les gens qui ont des réveils assez brutaux. Et le Mhm. réveil nous a un peu habitués à avoir une sonnerie un peu percutante comme ça. Donc déjà, peut-être choisir une sonnerie un peu plus douce, qui va nous réveiller vraiment en douceur avec un son très bas. Mais un générateur d'aube, donc c'est des lumières programmées pour commencer très doux, plutôt dans les rouges, et puis ça va simuler en fait un soleil qui se lève. En fait, ça crée des réveils naturels, parce que c'est un cycle qui souvent dure une demi-heure. Je pense que ça se trouve assez facilement, hein. C'est vraiment des lampes, et c'est très agréable déjà. Et on a un réveil beaucoup plus doux. Et qui dit réveil doux dit plus de facilité à se rappeler de ses rêves. Il y a un effet Il y a aussi- stroboscopique sur les lampes. Non, c'est vraiment. non, pas sur le. Est-ce que tu penses que la Dream Machine pourrait devenir un générateur d'aube? Ce serait génial. En tout cas, c'est une très très lente montée et ça Ok, passe ouais, du rouge au blanc progressivement. Donc normalement, tu te réveilles pas au début, mais ça t'habitue progressivement. Et c'est vrai que pour les gens qui ont des réveils difficiles, c'est assez conseillé. Et pour le rêve, je pense que c'est une bonne idée aussi. Il y a aussi toutes les prédispositions à bien dormir, hein. Il y a un triptyque du sommeil, c'est régularité, qualité et la régularité, la qualité et la durée, pardon. Régularité, c'est même heure, C'est à peu s'endormir, près aux mêmes heures. même rituel. Donc toujours les mêmes rituels, on se lève et on se couche aux mêmes heures, quasiment. Évidemment, bon, après il y a un petit peu les soirées, les choses comme ça, mais ça a tendance à casser un peu. Mais tant que faire se peut, plus on est régulier dans les heures de coucher et de lever, mieux c'est. Il y a aussi un aspect important, c'est que le mieux, c'est de s'exposer rapidement à la lumière du soleil quand on se lève pour accroître le pic de cortisol. Vous savez, quand on se lève, il y a un pic de cortisol qui favorise au niveau hormonal le réveil. Plus ce pic de cortisol a lieu tôt dans la journée, plus facile on aura tendance à s'endormir plus facilement le soir. Ça, c'est des points assez importants. La qualité, ça peut se gérer aussi par le fait que c'est mieux d'avoir un espace qui est complètement plongé dans le noir. Ouais. D'avoir aussi, si D'avoir possible, froid, aussi... Ça marche bien aussi. Voilà, la température est très importante. On a tendance à... Alors souvent, il y a des personnes qui mettent le chauffage, etc. En vrai, la température, c'est mieux quand on est plutôt autour de 18 degrés pour s'endormir. Et Même les bains chauds, les douches chaudes le soir, c'est pas recommandé. Oui, C'est- exactement. Donc pour s'endormir, en fait, il faut que la température du corps diminue. Ça, c'est un point assez important. Pour se réveiller, il faut plutôt qu'elle augmente. C'est pour ça que, par exemple, si tu te lèves le matin, que tu fais un peu de méditation, que tu fais des exercices de respiration, un peu comme respiration Tummo, où tu vas augmenter la température du corps, là, forcément, tu vas, en plus de t'exposer à la lumière, tu vas beaucoup plus contribuer à te réveiller. Et en te réveillant mieux, tu contribues mieux à t'endormir aussi le soir. Et j'étais en Norvège il n'y a pas très longtemps, petite anecdote assez rigolote, c'est que chez les pays scandinaves, c'est très admis que même quand on est en couple, on ne dorme pas forcément dans la même pièce. Le chambre à part, c'est OK, en fait, il n'y a aucun problème avec ça. Et même pour les relations un peu plus tendres, on peut très bien se retrouver dans une chambre à un moment donné. C'est OK de dormir séparément, si bien que quand tu vas à l'hôtel, tu as en fait des lits king size avec 2 couettes. Donc chacun a sa couette. Et comme ça évite tous les mouvements perturbateurs le soir, ou peut-être qu'il y a une personne qui va se retourner, faire des bruits dans le lit. En général, c'est 2 lits qui sont collés plutôt qu'un grand. Et c'est 2 couettes séparées. Donc c'est un grand lit, mais c'est vécu d'une manière très C'est un truc que particulière. j'aime pas, moi, quand il y a 2 lits séparés dans les hôtels. Ouais, c'est pas forcément ce que je préfère J'ai non l'impression plus. qu'il y a- Alors c'est particulier parce que là, si tu bascules dans un peu de tendresse, etc., tu te rends compte que c'est vite un peu pénible d'avoir 2 Oui. couettes. Tu te retrouves un peu emmêlé dans tous les sens. Mais c'est très répandu, si bien que j'ai jamais fait un seul hôtel en Norvège où il n'y avait pas un lit avec 2 couettes. Donc c'est des approches qui sont Il faut particulières. un couette à part. Couette à part. Et c'est vrai que dans nos sociétés, c'est pas. Bon, voilà, en général, quand on est en couple, on a tendance à se dire bah non, si je fais chambre à part, c'est mauvais signe pour la relation, ce qui est pas forcément vrai hein, finalement. Mais voilà, ça peut être une solution aussi pour réduire Tout à fait. les nuisances et améliorer la qualité de son sommeil. Aussi, un truc Si sur on la est- caféine. Tu parlais de caféine tout à l'heure, mais attention parce que la caféine, c'est un inhibiteur d'adénosine. Et l'adénosine, c'est vraiment très important puisque c'est vraiment l'hormone qui va déclencher l'endormissement. En fait, tout au long de la journée, à mesure qu'on se met en mouvement, plus on se met en mouvement, c'est pour ça que c'est important de faire du sport et tout ça, plus on va augmenter le taux d'adénosine, ce qui va faciliter l'endormissement. Et quand on prend du café,
En fait, le café, c'est en 2 phases, l'élimination du café. Donc, je crois qu'il faut entre 5 et 6 heures pour la première phase et ensuite encore 5 et 6 heures pour l'éliminer complètement. Donc, typiquement, prendre un café après 14 heures, c'est pas toujours une bonne idée. Et tout ce qui est déca, il y a toujours, même dans le déca, de la caféine. Et donc, la caféine va inhiber les récepteurs d'adénosine et va empêcher l'endormissement. Donc, ça, c'est des trucs, faire attention aussi. Un secret de serveur, j'ai entendu dire que souvent, quand on commandait un déca dans un café, 1 fois sur 2, c'est pas un déca. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Enfin, je sais pas si c'est commun à tous les bars. De toute façon, dans le déca, il y a de la caféine. Donc, ouais, bah merci pour tous ces conseils, c'est vraiment très chouette, très clair. Juste pour terminer sur ça, pour la température, il y a un truc, c'est un certain budget, hein, mais c'est comme un matelas que tu mets, il y a toutes les tailles. Tu mets sous ta couette, en fait, t'as le matelas, ensuite t'as le dessus de lit, et en fait, en intermédiaire, comme un dessus je sais pas comment ça s'appelle exactement. Un surmatelas. Un surmatelas, voilà. Et ça joue sur la température. Donc, c'est connecté à une application. Et en fait, ça modifie la température dans la nuit, ce qui fait en fait que quand tu t'endors, ça refroidit. Non, j'ai pas encore installé ce truc-là, mais j'aimerais bien à l'occasion. Okay. Ça refroidit ton lit, ce qui fait que la température du corps diminue, et pour le réveil, ça la réchauffe. Et ça, c'est lié à tes heures de sommeil. C'est incroyable ce truc-là. C'est génial. Tu mettras la référence sur le. Je mettrai la référence. Comme ça, je regarderai. Ouais, c'est un certain budget, mais il paraît que c'est game changer pour le sommeil. Ok. Ah, c'est un truc. Je suis entièrement d'accord sur le fait d'optimiser à fond son sommeil. C'est un truc, je pense, qui peut changer son quotidien. Alors, pour optimiser encore plus, c'est bien d'utiliser les leviers du nerf vague parce qu'en fait, tu sais que en fait, c'est quand tu dors, tu passes en mode rest and digest. Donc, c'est le système nerveux autonome parasympathique qui est enclenché. Et le fait de faire des exercices de respiration qui vont muscler le tonus vagal avant de dormir, ça peut être un très bon moyen de bien s'endormir. Donc, typiquement, il y a certains... Hyperventilation, par exemple ? Ah non, pas du tout. C'est plutôt. Ça me semblait aussi. Non, on est plutôt sur de la respiration. On va allonger l'expiration. Okay. Donc, tu vas faire, par exemple, j'inspire sur 4 temps, j'expire sur 6 temps. Ça peut être un très bon moyen. Une autre respiration qui fonctionne très bien, c'est la respiration physiologique. Donc, tu fais une longue inspiration et ensuite, tu fais une légère expiration et tu expires par la bouche. Donc, je vais montrer. Et quand tu fais ça, en fait... Tu lâches, en fait. Tu cherches pas à expulser l'air, tu lâches... Non, tu lâches, et tu lâches longtemps, le plus longtemps possible. Tu vas créer une balance, en fait, ce qui fait que ton expiration est plus longue que l'inspiration. En faisant ça, tu rentres dans le parasympathique, et donc c'est le nerf vague qui va avoir tendance à prendre le relais. Là, tu bascules dans un étape qui est plutôt proche de l'endormissement. Donc pour les gens qui ont du mal à s'endormir, le fait de faire des exercices où on allonge son expiration, on inspire par le nez, on expire longuement par la bouche, on va pouvoir plus facilement s'endormir. Après, il y a d'autres exercices de relaxation, notamment la technique de Jacobson, que vous connaissez bien, l'hypnose, qui marche très très bien, puisque ça permet de détendre tout le corps. Donc on contracte et relâche, on contracte chaque muscle du corps, en commençant par les pieds ou les bras, et puis on se relâche complètement en allongeant son expiration à chaque fois. Ça peut beaucoup contribuer à s'endormir. Et puis il y a aussi des outils, ceux qui aiment bien un peu les technologies, notamment il y a une espèce d'anneau qui se met ici au niveau du cou, et qui va émettre une petite vibration électrique, puisque ici le nerf vague passe jusque derrière l'oreille, et le fait de faire vibrer un petit peu le nerf vague ici, donc c'est quoi, tu vas pratiquer à peu près pendant 10 minutes avant de t'endormir, et ça va augmenter la qualité de ton sommeil. Donc ça s'appelle Repuso. Ok, je ne connaissais pas du tout ça. Bon, un matelas, un Repuso. un Repulso, je crois. Si une bague pour mesurer l'activité. Je pense qu'il y a quelques courses à faire après cet épisode. Ouais, alors, tu as la version, ou sinon, tu as la version simple, le fait simplement, tu vois, de caresser un petit peu ton nerf vague et d'expirer longuement, en fait, puisque là, tu as tout le nerf vague qui passe jusque derrière l'oreille ici, et d'avoir une intention plutôt d'être calme et en sécurité, ça peut contribuer à t'endormir. Le pouce indien de Mimi Siku, pour ceux qui ont la référence. On en parlait avant. La jugulaire, la pression sur la jugulaire. Mais le faire soi-même pour soi-même, ça semble complexe. Mauvaise idée. Je finis juste sur les décoctions. Tu peux prendre un camomille qui est un puissant sédatif naturel. Très, petite très camomille efficace. le soir. La petite tisane de camomille et de papy-mamie, c'est pas des conneries. En tout cas, j'espère que ça va donner à tous ceux qui nous ont écoutés l'envie de dormir autrement. Déjà de bien dormir avec tous les conseils, et puis de tester les endormissements pour vivre quelque chose pendant le sommeil aussi, pour qu'il y ait aussi une vie pendant la nuit. Parce que c'est accessible, parce que ça peut avoir un vrai impact. C'est très très fun. Je pense qu'il faut insister là-dessus. Ça vaut vraiment le coup. Des belles expériences. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut avoir un vrai et un bel impact dans le quotidien. Donc le rêve est vraiment lié à la réalité. On arrive au bout tout doucement. Est-ce que tu as un petit conseil limitless pour clôturer C'était quelque chose d'un peu pratique qu'on n'aurait pas dit, qui pourrait être sympa pour faire des rêves lucides dès ce soir?
Alors c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, il y a matière déjà de se préparer et tout ça. Peut-être commencer par un rêve programmé, se mettre une intention, se poser une question avant de dormir, avec l'intention qu'un rêve y réponde pendant la nuit. Histoire de déjà créer un premier élan, une première porosité entre réalité et rêve. Donc pour ceux qui veulent le ritualiser un petit peu, il y a une question que je me pose, une question si possible vague, hein, pas combien font 7 x 4, mais par exemple une question sur, est-ce quelque chose que j'oublie en ce moment dans ma vie? Est-ce que mon corps veut me dire quelque chose? Enfin, ce genre de question qui est liée aussi à notre propre vie inconsciente. Pourquoi pas l'écrire, la mettre quelque part à côté de soi, sous son oreiller, sur sa table de nuit, enfin ritualiser un peu le truc. Et y penser vraiment avant de dormir, de façon à se dire, j'amène la question avec moi dans le sommeil et j'attends qu'il y ait une réponse. Et se préparer évidemment dès le réveil le matin à écrire tout ce qui vient, sans essayer de savoir si ça a déjà répondu à la question. Juste écrire tout ce qui vient et analyser après. Parce que souvent, sinon, on essaie de comprendre ce qu'on a et on est moins dans la fluidité de retranscrire déjà pour garder. Et toi, tu as un conseil, quelque chose que tu... Faites face et acceptez tout ce qui vous paraît être compliqué, tous les obstacles dans vos rêves. Vraiment, avec de l'acceptation, de l'affectation, je crois qu'on a beaucoup à gagner à ça. Je pense qu'il y a de quoi faire avec tout ce qu'on a partagé là. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous dire si ça vous plaît, ce dont on parle, si vous avez envie peut-être qu'on réexplore certains sujets. C'est vrai qu'à chaque épisode, on essaie de parler de plein de choses. On essaie de le faire aussi en gardant la fluidité de la conversation. Parfois, on peut partir faire un petit peu des ellipses. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on réaborde certains sujets et comment on pourrait le faire. Ça peut être intéressant qu'il y ait une interaction entre nous. Ça y est, c'est fini déjà. Souhaitons-nous une bonne nuit. Souhaitons-nous une bonne nuit. Merci rêves. pour votre écoute. Faites de beaux rêves. Et puis on se retrouve avec grand plaisir dans un prochain podcast. À bientôt, au coin du feu. Bonne nuit à vous. Bonne nuit.